OK. Bon. Alors, donc, bienvenue à cette conférence midi. Aujourd'hui, nous appelons Carrière du département de démographie de l'Université de Montréal. Alors, Yves Carrière, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, je ne sais pas, eh bien, il détient un doctorat en démographie de l'Université de Montréal. Et après son doctorat, il a travaillé, enfin, il a d'abord eu un premier emploi à Fraser. Et avant de revenir vers l'Est, donc il a été successivement à StatCan et Ressources humaines Canada. Et puis je suppose qu'il avait envie de retourner dans le domaine académique et donc il est de retour à Montréal, à l'Université de Montréal. Comment? Le retour est probablement le sujet de conférence. Ça, c'est une conférence. OK. Et donc, il est un spécialiste du vieillissement démographique, et ce, depuis son doctorat qu'il a fait sous la direction de Jacques Desgaret. Bon, alors, donc maintenant, je vais lui céder la parole, et puis donc, 50 minutes, disons jusqu'à 1h20, 1h25 pour la présentation, ce qui me laissera 20 minutes, une période de 20 minutes pour les questions. Merci de l'invitation. L'invitation que j'ai reçue, ça faisait à peu près 3 semaines que j'avais les pieds à l'Université de Montréal et j'ai reçu un cours des nouvelles COVID. Donc, c'est au mois de juin. Et le sujet de la présentation, qui était le rapport de l'âge effectif de la retraite au Canada, passé, présent et quelques réflexions sur le futur. Je vous dis franchement, c'est beaucoup du réchauffé ce que je vous présente parce que je n'ai pas eu le temps encore quand on prépare les cours. Donc, il y a des travaux qu'on est en train de faire en ce moment un peu sur le même sujet. À la fin, je vais vous parler un peu de ces sujets-là. Pardon, est-ce que c'est possible de couper le son là-bas parce qu'il y a comme un bruit de fond? Il y a un bruit de fond. Hein? Oui. Oh. Nous, on vous entend très mal. Alors, ça va pas bien. On vous entend trop bien. Enfin, je vais vous laisser continuer pendant que j'appelle. Je ne toucherai à rien parce que voilà qu'ils ne verront plus. Et on en fait jamais. Donc, je vais vous parler de travaux que je fais avec Diane depuis un bon 3 ans. On travaille sur le rapport de l'âge à la retraite. Et en vous donnant, dans la présentation, parler du contexte, pourquoi je suis arrivé personnellement à essayer de trouver un autre indicateur, ce qu'on utilisait quand j'étais à Ressources humaines, développement des compétences, un indicateur que je trouvais ne donnait pas le vrai sens des tendances face à la retraite. Donc, le contexte, les données, méthodes, ensuite des résultats sur la retraite volontaire, en guillemets, retraite involontaire, en guillemets, parce que c'est pas, il n'y a pas de certitude sur le sens, est-ce que c'est une retraite volontaire ou pas. On les a appelés ainsi pour les différencier, mais effectivement, dans un cas, on peut parler plus de volontaire que de volontaire. Ensuite, les disparités selon le niveau de scolarité. Et en fin de présentation, à quoi on peut s'attendre dans les prochaines années, compte tenu de certaines tendances qui sont observées sur des facteurs qui peuvent être déterminants de l'âge de la retraite. Et des travaux en cours, donc brièvement, pour vous dire un peu sur quoi on travaille en ce moment et vers où on s'en va avec ça. Donc, le contexte. Il y avait des sous-ministres adjoints qui s'intéressent à la recherche dans les ministères. Il y en a probablement à peu près plus en ce moment. Il y a à peu près plus personne qui fait de la recherche. Encore moins des sous-ministres adjoints. Mais j'ai eu la chance, pendant un certain nombre d'années à Ressources humaines, développement des compétences, de travailler pour Peter Hicks, que peut-être certains d'entre vous connaissez, qui est un chercheur, donc il y a quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la recherche, qui a travaillé à l'OCDE pendant 6 ou 7 ans sur le vieillissement et sur la retraite. Et comme il s'intéresse aussi à la démographie, je pouvais avoir des conversations de temps en temps avec lui. À un moment donné, il m'avait posé comme question, comment ça se fait que l'âge moyen à la retraite demeure relativement stable alors que les taux d'activité des 55 ans et plus n'arrêtent pas d'augmenter depuis des années? Et effectivement, bonne question, comment ça se fait qu'on n'observe pas, on devrait normalement observer une augmentation alors qu'on ne Donc, à partir de là, je me suis intéressé, comment est-ce qu'on calcule l'âge moyen de la retraite à Statistique Canada pour me faire dire que c'est un calcul de moyenne.
tout simplement. C'est la moyenne pondérée des gens qui prennent leur retraite cette année. Alors, tout de suite, j'ai compris pourquoi ça ne marchait pas. Il fallait faire autre chose. Aussi, dans le contexte défis importants reliés au vieillissement démographique, on parle des fameux rapports de dépendance. Je ne sais pas s'il y a une semaine dans les journaux où on ne parle pas des fameux on frappe le mur au Québec ou on frappe le mur au Canada. Donc, on prend des rapports souvent d'âge des 15-64 ans sur les. Donc, combien il va y avoir d'actifs par rapport aux retraités. Donc, dans ce contexte-là, c'est une question importante de savoir ce qui se passe au niveau du rapport de la retraite. Est-ce que vous m'entendez bien, côté Laval? Non, très mal. Parlez-moi au micro. Comment? J'ai l'impression que le micro, c'est comme si vous vous éloignez du micro en parlant. Ok, je ne sais pas, il est où le micro, donc je vais mettre ici. Je ne peux pas m'approcher plus. OK, donc c'est ça le micro. Okay. C'est au plafond. Donc, la viabilité du système de revenus de retraite aussi. Donc, on se posait des questions, et au fédéral aussi, je pose des questions sur la viabilité du système, de revenus de retraite. Les coûts reliés au système de santé, donc par rapport au vieillissement, ce qui s'en vient. L'équité intergénérationnelle. Donc, tous des thèmes qui font en sorte que on peut être plus ou moins d'accord sur certaines des alertes qui sont lancées par rapport au vieillissement démographique, mais à peu près tous s'entendent pour dire que le rapport de l'âge de la retraite est une des façons de pallier à certaines des conséquences du vieillissement de la population. Et ce qu'on entend souvent, c'est que l'entrée sur le marché du travail se fait de plus en plus tard et les gens prennent leur retraite de plus en plus tôt. Donc, on s'en va dans le sens contraire de ce qu'on voudrait observer. Donc, on parle de repousser l'âge d'un endroit en prestation de retraite. On a fait la pension de vieillesse, qui n'est pas le régime de pension du Canada, qui est quand même important. Et aussi, on parle des fois de lier l'âge d'un endroit en prestation de retraite à l'espérance de vie. Donc, si l'espérance de vie augmente, est-ce qu'on ne devrait pas augmenter l'âge d'un endroit aux prestations de retraite? Je ne sais pas, vous avez tous probablement entendu parler du rapport d'Amour qui est sorti l'année passée. Et j'ai pris un graphique qu'on voit dans une des versions du rapport. Je ne sais pas si c'est la version longue ou courte, mais c'est juste pour des fois montrer que quand on essaie de centrer le débat, on s'y prend très mal. Donc là, ce que vous voyez, les petits bonhommes en vert, c'est 1970, ce qu'on dit entrer dans la vie active à 19 ans, retraite à 65 ans, donc 46 ans d'années de travail. Et 13 ans, l'espérance de vie à 65 ans, à ce moment-là, de 13 ans, donc 13 ans de retraite. Et là, on prend 2009, on se dit, l'entrée dans la vie active, c'est 22 ans, la retraite à 60 ans, donc 38 ans de travail, et l'espérance de vie à 60 ans, c'est 23 ans, donc on vient d'ajouter 10 ans de retraite. C'est des beaux petits bonhommes, mais c'est bien de le présenter comme ça, sauf qu'on prend du transversal, puis on en fait une histoire de vie. Et évidemment, les gens qui ont commencé à travailler à 22 ans en 2009, on ne sait pas à quel âge ils vont prendre leur retraite. Ils n'apprendront sûrement pas à 60 ans. Mais quand on fait l'histoire, on raconte l'histoire comme ça, bien évidemment, on dit on a une situation où bientôt, on peut avoir des gens qui vont arriver sur le marché du travail à 35 ans, qui vont prendre une retraite à 45 ans. Donc, la fin du monde est proche. Donc, c'est un peu pour, entre autres, éviter ce genre de petits problèmes sur le sujet. Donc, si je reviens à l'âge moyen de la retraite, moi, si on regarde le graphique, on voit que chez les hommes, ce qu'on observait, c'est une baisse de la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 90. Donc, on passe de 65 ans à 62 ans chez les hommes, à 60 ans chez les femmes. Et ensuite, une légère remontée, puis depuis à peu près 2004-2005, c'est relativement stable, autour de 63 ans pour les hommes, 62 ans chez les femmes. Sauf qu'il faut se poser la question, qu'est-ce que ça représente, cette mesure? Bon, une fois que j'avais... bonjour. Une fois que j'avais posé la question à StatCan et qu'on m'a dit, c'est une moyenne pondérée, comme n'importe quelle moyenne. En partant, il y a un effet de structure par âge. Évidemment, si on prend 2 années consécutives, ça ne joue pas. Mais quand on prend des données de 1977 à 2010, et qu'on essaie de voir la tendance, la structure par âge va jouer à un moment donné. Si on regarde, tantôt je vais vous montrer un exemple, si les taux de retraite ne changent pas par âge, mais qu'on a des baby boomers entre 50 et 59 ans, ils ramènent la moyenne vers le bas. Puis quand c'est allé passer 60 ans, ils poussent la moyenne vers le bas. Mais encore aussi, c'est que quand on prend la moyenne comme ça, quand il y a un rapport de l'âge de la retraite, on ne peut pas le capter tout de suite,
Parce que par définition, les gens repoussent leur retraite, donc on ne mesurera pas. Mais si les gens la prennent plus tôt, on va le capter tout de suite. Donc, il y a un effet qui fait que quand les gens prennent leur retraite plus tôt, on le capte tout de suite. S'ils reportent leur retraite, ça prend un certain temps avant de le capter. Et bon, et quand j'étais au ministère et que j'essayais de convaincre des économistes qui font des régressions autour de bras et qui ont l'air de 4 000 prendre des méthodes, et qu'on a fait d'une structure par âge, des fois, c'est un véritable mur. Mais comment ça se fait qu'ils ne comprennent pas? Et à un moment donné, je suis arrivé avec un exemple qui, selon moi, je me suis dit, j'ai dit, il y a une personne qui prend sa retraite l'année prochaine et elle a 53 ans. C'est quoi l'âge moyen de la retraite? Dans ce temps-là, on vous regarde en vous disant qu'il va y avoir un pogne là-dedans. Non, vas-y, c'est 53 ans. Qu'est-ce que je fais? Je vais voir le ministre et je dis, ça n'a pas de bon sens, les gens prennent leur retraite maintenant à 53 ans. Il faut augmenter l'âge du régime de pension du Canada, ça n'a pas de sens. Alors qu'il y a 99,9% des gens qui n'ont pas pris leur retraite. Donc, ça n'a pas de sens, ça fonctionne. Non, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas correct dans l'âge moyen de la retraite. Donc, l'âge moyen de la retraite, tout ce que ça nous donne, c'est vraiment, dans une année donnée, l'âge moyen des nouveaux retraités. Pour quelqu'un qui fait du marketing, c'est peut-être important. Si vous voulez vendre des voyages, est-ce que je vends du trekking ou je vends des croisières? C'est important. Si vous regardez, si vous vous intéressez aux politiques face à la retraite et l'âge de la retraite, c'est probablement le pire indicateur que vous ne pouvez pas utiliser. Donc, c'était vraiment de passer à autre chose. Bon, l'effet de la structure par âge, là, pour le démontrer, ici, vous avez sur ce que j'ai fait, je prends les taux d'emploi et les taux de retraite de 2009 et je les applique à la population observée de 1976 à 2031. Et là, on regarde ce qui va se passer. Sur le graphique du haut, ce que vous avez, c'est le poids des 50. On s'intéresse aux 50-79 ans, là, des gens qui sont susceptibles de prendre la retraite. Ce que vous voyez en bleu, c'est parmi les hommes, le poids des 60-79 ans, parmi les 50-79 ans. Donc, il passe en 2006 autour de 27 à autour de 37 en fin de période chez les femmes de 23 à 30 ce que ça fait, si les taux de retraite sont identiques et les taux d'emploi sont identiques, ce qu'on observerait entre 2006 et 2031, c'est une augmentation de l'âge moyen de la retraite d'un peu plus d'une année et demie chez les hommes et de 1,3 ans chez les femmes, alors qu'il n'y a eu aucun changement de comportement. Là. Les gens ne prennent pas de retraite plus tard. C'est simplement que la composition, la structure de la population fait en sorte que... Alors là, qu'est-ce qu'on dirait? Les gens prennent leur retraite de plus en plus tard, alors que c'est pas vrai. Il n'y a pas de changement de comportement. Donc, l'idée, c'était vraiment de trouver une façon de mesurer les comportements. Et évidemment, comme démographe, on les a, les outils pour ça. On fait des tables de mortalité, justement, pour essayer de contrôler pour les effets de structure. Donc, on dit, on va faire la même chose en faisant des tables de durée de vie en emploi. Donc, c'est ce qu'on a fait on fait des tables où il y a deux possibilités de sortir de la table. Là. Vous pouvez mourir ou vous pouvez prendre votre retraite. Donc, en espérant que vous allez prendre votre retraite avant de mourir. Donc, ce qu'on a fait, il y a eu des tables de durée de vie en emploi qui ont été produites récemment pour le Canada, les Dayton, Fever, Spencer. Ce qu'ils ont fait, les taux de retraite, ils sont estimés en fonction des différences de taux d'activité entre deux âges. Donc, si le taux d'activité à 60 ans est de 60 puis à 61 ans, il est de 57 on fait l'hypothèse que le taux de retraite, c'est 3 sur 60. Donc, nous, ce qu'on a fait, on est allé chercher directement les retraités dans l'EPA. C'est la même source de données, ce qu'ils ont fait, c'est avec l'EPA. Nous, ce qu'on a fait, c'est vraiment d'identifier les retraités, les mêmes retraités qui sont dans le calcul de l'âge moyen. Donc, parce que dans un premier temps, c'était vraiment de montrer, en prenant exactement les mêmes individus, quelle histoire on raconte d'un côté, puis quelle histoire on raconterait de l'autre côté. Donc, c'est quoi un retraité? Dans l'EPA, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les 12 derniers mois, qui ne travaille pas au moment de l'enquête, mais qui avait occupé un emploi dans les 12 derniers mois, ne cherche pas du travail, ne veut pas travailler, n'a pas la prétention de se faire rappeler pour aller travailler, et il a quitté son emploi pour prendre sa retraite. Donc, la personne se définit elle-même comme quelqu'un qui a quitté son travail pour la retraite. Donc, c'est ce qu'on appelle, de plus tard, vous allez voir, on prend une autre définition, c'est ce qu'on appelle ici la retraite volontaire. Mais il n'y a rien qui nous dit qu'effectivement, la personne a pris une retraite volontaire. Peut-être que la personne ne voulait pas quitter son travail, mais l'a quitté. Bon, avec le temps, c'est fait l'idée que peut-être que c'est une retraite.
On utilise les données de 1976 à 2010. Les taux sont calculés sur une moyenne mobile de 3 ans pour enlever un peu de bruit de temps en temps. Donc, les données, quand les graphiques, vous allez voir, vont de 1977 à 2009. Les tables de mortalité qu'on a utilisées, c'est la base de données sur la longévité canadienne là, qui est sur le site de l'Université de Montréal. Donc, vous avez les tables de mortalité qui sont capables pour les hommes, pour les femmes. Quand on avait fait ça, ça arrêtait en 2007. Pour 2008-2009, j'utilisais les quotients de mortalité qui sont utilisés pour les projections de population statistique Canada. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire, de prendre cette méthode-là? On a une passe mesurée. Et là, c'est la seule fois dans toute la présentation où vous voyez la définition exacte de ce qu'on fait. C'est la mesure de l'évolution de la durée anticipée de vie à 50 ans avant la prise de la retraite pour une personne qui occupe un emploi à 50 ans. Effectivement, c'est beaucoup trop long de le dire comme ça, donc on parle de... Mais c'est effectivement la durée avant de quitter un emploi en disant « je prends ma retraite ». Ça ne veut pas dire que la personne a travaillé toute cette période-là. Ça veut dire qu'elle a pris sa retraite. Donc, si la durée de vie en emploi, c'est 15 ans, ça veut dire 15 ans à partir de 50 ans avant de dire « je quitte mon emploi pour la retraite ». Ça nous permet aussi, avec l'espérance de vie, de regarder l'espérance de vie à la retraite. Donc, l'espérance de vie en emploi à 50 ans, mais l'espérance de vie à la retraite. Et aussi de calculer la proportion de vie à 50 ans qui est en emploi et à la retraite. Donc, un peu, quand je vous montrais tantôt le graphique là, dans le rapport de la commission d'amour, est-ce qu'effectivement les gens sont de plus en plus d'années à la retraite ou plus d'années en emploi? Aussi, ce qu'on a fait dans un deuxième temps, là, dans un premier article, on avait fait ce que je viens de vous dire, mais par après, on a... parce que évidemment, le nombre d'heures travaillées par semaine a diminué au fil du temps. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a contrôlé ce qu'on fait. On met un poids dans la table et on s'assure de calculer des équivalents temps plein. Donc, on va montrer aussi les résultats en équivalent temps plein. Les limites, évidemment, la retraite, nous, on prend pour acquis qu'elle est permanente, alors que, évidemment, la retraite n'est pas permanente. Il faut voir que quand on fait nos calculs, il y a des gens qui sont revenus aussi, qui prennent la retraite. Donc, à quel point un plus et un moins vient un peu contrebalancer le tout. Ça ne vient pas trop jurer sur les résultats. C'est des cohortes fictives. Donc, quand on fait l'interprétation, c'est vraiment de se dire c'est quelqu'un qui a 50 ans en 2009, disons, si à partir de 50 ans en 2009, il a le même comportement face à la mortalité et à la retraite à chaque âge jusqu'à l'âge de 80 ans, cette personne-là aura une espérance de vie en emploi de X ou de 15 ans ou 14 ans. Donc, exactement comme on interprète les tables de mortalité du moment, de la même façon d'interpréter. Par contre, il y a des gens dans l'EPA qui ne sont jamais considérés comme des retraités parce que si je quitte mon emploi pour une raison, pour un état de santé ou une raison économique, et que j'ai travaillé dans les 12 derniers mois, j'ai quitté mon emploi, mais ma réponse c'est raison économique. Peut-être que la personne ne retournera jamais sur le marché du travail et devrait être à un moment donné considérée comme retraitée. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait des calculs de taux de retraite, mais en ajoutant des sorties d'emploi qui sont liées soit aux conditions économiques, la maladie, l'invalidité ou les responsabilités familiales et personnelles. Et on s'est donné quelques critères avant de définir une personne dans cette retraite. Et ces gens-là, ces retraites-là, on les définit comme des retraites involontaires. Et finalement, ce qu'on a fait aussi, c'est de faire le même exercice, mais par niveau de scolarité, pour voir jusqu'à quel point il y avait des différences dans l'espérance de vie en emploi, mais aussi et peut-être surtout sur l'espérance de vie à la retraite. Des gens qui ont des niveaux de scolarité différents. Donc, si on regarde les premiers résultats que l'on a obtenus, donc, ce que vous voyez sur le graphique du haut, c'est la durée anticipée de vie en emploi à 50 ans chez les hommes, donc de 1977 à 2009. On voit donc 14 ans d'espérance de vie en emploi en 1977, une baisse jusqu'au début de 1994, en fait, chez les hommes, à 12,5 ans, donc une baisse de 1,5 ans, et une augmentation beaucoup plus marquée que la baisse qu'on avait observée là, dans la première période. Donc, depuis une quinzaine d'années, une augmentation très marquée de l'espérance de vie, la durée de vie en emploi, de presque 4 ans. Chez les femmes, un peu la même situation. Donc, on est passé de 14,5 à 12,3. Donc, la baisse était plus marquée que chez les hommes.
mais une remontée là, tout aussi marquée chez les hommes, donc à 16,1 ans, donc encore là, un gain là, de presque 4 ans en durée de vie en emploi. Si, sachant très bien que je compare des pommes et des oranges, mais si je prenais pas l'espérance de vie, mais l'âge moyen à la retraite, calculé par StatCan, et que je prends cet âge-là, moins 50, et je dis, bon, ben, ça serait, là, disons que, évidemment, on calcule deux choses complètement différentes. Mais c'est juste l'histoire qu'on raconte quand on les regarde. Ce qu'on voit, c'est que la baisse de la durée de vie en emploi serait beaucoup plus prononcée quand on regarde l'âge moyen, donc de 15,3 à 11,9, et une remontée qui est très peu marquée là, à 13,1 chez les hommes. Chez les femmes, une remontée un peu plus significative, quand même depuis autour de 2005, là, c'est relativement stable. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on raconte deux histoires complètement différentes quand on regarde une mesure versus une autre. Il faut dire aussi ici qu'une partie du nombre d'années en emploi est reliée à une baisse de la mortalité. Et si vous avez parce que tout le long de la période, évidemment, la mortalité n'est pas la même. Vous avez une plus grande probabilité de survivre jusqu'à 63 ans, mais vous avez une probabilité plus grande aussi de travailler jusqu'à 63 ans. Là, chez les hommes, là, ce matin, je me disais, je regarde les chiffres. Je pense que chez les hommes, c'est à peu près 25 de la hausse qui est reliée à la baisse de la mortalité. Chez les femmes, c'est peu. C'est autour de 12 ou 13 parce que l'espérance de vie à 50 ans, parce que à 50 ans, on va augmenter autant chez les femmes que chez les hommes dans la période de 50 ans. Donc, comme je vous disais tantôt, ces résultats-là, on ne tient pas compte du nombre d'heures travaillées. Alors, ce qu'on a fait, un peu comme, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont déjà travaillé sur des espérances de vie en bonne santé, on essaie de pondérer chacune des années en fonction de c'est quoi la proportion des gens en bonne santé à tel âge. Donc, dans notre table, dans les années vécues, on pondère les années vécues. Là, on a fait la même chose. On a pris, en 2009, une personne qui travaillait à temps plein, travaillait en moyenne 40,5 heures par semaine. Donc, on a gardé constant le 40,5 constant sur l'ensemble de la période. Et ça veut dire, bon, ben, si les gens avaient toujours travaillé 40,5 heures semaine, qu'est-ce que ça aurait donné? Bon, d'une part, en rouge, c'est les femmes, en bleu, c'est les hommes. Quand on regarde les deux premières barres de l'histogramme chez les femmes, on voit qu'on est passé, en 1996, on est passé de 12,3 années en personnes années à 16,1. C'est ce que vous aviez sur le graphique tantôt. Quand on le prend en équivalent temps plein, on est passé de 9,8 à 12,6. Donc, dans les deux cas, c'est une augmentation d'autour de 30 donc ça ne fait pas vraiment de différence. Ce qui est important de regarder aussi, c'est que si je prends les deux parts de 96 chez les femmes, en personne année, c'est 12,3. En équivalent temps plein, c'est 12,8. Donc, il y a une baisse importante quand on tient compte du nombre d'heures. Chez les hommes, l'augmentation en personne année est de 31 la même chose que chez les femmes. Sauf qu'en équivalent temps plein, la hausse est moins marquée, là, c'est 21 mais c'est quand même une hausse quand même importante. À peu plus que 2 ans et demi là, chez les hommes. Mais ce que vous voyez chez les hommes, c'est vraiment le contraire de ce qu'on voit chez les femmes. Si je prends les chiffres en 1994, c'était 12,5 ans en personne année, c'était 12,9 ans en équivalent temps plein. Donc, en moyenne, ils travaillaient plus que 40,5 par semaine. Donc, ce qu'on avait observé, les résultats qu'on avait, tant en équivalent temps plein parce que la question m'était posée, mon ministère, oui, mais les gens travaillent moins d'heures, peut-être que tout s'efface si on tient compte des heures. C'est pour ça qu'on avait fait en compte des heures. On s'est dit, même quand on tient compte du nombre d'heures. Et puis là, on pourrait même aller pousser l'exercice plus loin. Si je comptais la productivité, dire, bon, mais qu'est-ce qui se passe? On peut toujours s'amuser à faire des petits modèles pour voir ce que ça donnerait, mais en compte du nombre d'heures, les résultats demeurent tout à fait les mêmes. Donc, tantôt je vous disais, une des choses qu'on peut regarder, c'est non seulement la durée de vie en emploi, mais ce qu'on peut essayer de voir, c'est la durée de vie à la retraite. Donc, ce que vous avez ici sur le graphique, en rouge chez les femmes, en bleu chez les hommes, c'est la durée anticipée de la retraite à 50 ans. Donc, on prend 50 ans, on regarde l'espérance de vie, on a tant d'années en emploi, donc le reste, c'est à la retraite. Ce qu'on voyait, c'est qu'effectivement, il y avait une forte remontée du nombre d'années à la retraite à partir de 1977 jusqu'en 1997.
Donc, chez les femmes, c'est 4 ans qui se sont ajoutés. Par la suite, par exemple, c'est une baisse. Donc, de 20,6 à 18,8, presque 2 ans de moins en fin de période. Chez les hommes, on passe de 11,2 à 15,4, donc à peu près 4 ans d'ajouter. Mais depuis 1994, ce qu'on observe, c'est une stabilité des années à la retraite. Donc, contrairement à ce qu'on entend souvent, on dit toujours que les gens ils prennent la retraite de plus en plus tôt, l'espérance de vie augmente, donc ils passent une plus grande partie de leur vie à la retraite. On dit oui, ça a été vrai pendant un certain temps, mais c'est plus vrai nécessairement. Et quand on le fait en proportion, le graphique du bas montre en proportion des années à vivre à 50 ans. Encore là, on voit une augmentation jusqu'à la période où il y a eu un virement. Là, chez les femmes, le virement s'est produit en 97, chez les hommes en 94. Et quand on compare 1977 à 2007, ce qu'on voit, c'est que la proportion des années anticipées à la retraite, c'est à peu près la même chose que c'était en 77, là, autour de 53-54% chez les femmes. Chez les hommes, on était à un peu moins de 48%, on était autour de 44%. Donc, ce n'est pas des différences énormes depuis 1977. Donc, entre autres, ce que ça fait dire, c'est que la durée anticipée de vie en emploi à 50 ans augmente plus rapidement que l'espérance de vie à 50 ans. Donc, ce qui est contraire à beaucoup de choses qu'on entend là, par rapport à ce qui se passe, et surtout le graphique que je vous montrais de la rapport d'amour, où c'est carrément contraire. Bon, évidemment, comme je vous disais, il y a des gens qui sont à la retraite, mais dans le PA, on les capterait comme des retraités parce qu'ils ne diront pas qu'ils sont quittés pour prendre leur retraite. Et quand on regarde un peu un petit peu de littérature, Schellenberg, Statcan avait fait des travaux, on voyait qu'à peu près 25%, quand on prend, entre autres, des enquêtes sur l'enquête qui est donnée sur l'enquête sociale générale, à peu près 25% des retraites sont des retraites involontaires. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu là, les raisons, un peu de l'âge ou ceux qui faisaient des études sur la retraite involontaire. Qu'est-ce que ça donne un peu comme raison et comme âge. Et ce qu'on a fait, c'est d'essayer d'aller chercher des personnes dans le PA qu'on pourrait ajouter à nos retraites, mais qu'on identifierait comme des retraites involontaires. Donc, ce qu'on a fait, pour les gens de 50-54 ans, on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de retraite involontaire. C'est-à-dire que quelqu'un peut perdre son emploi, mais on fait l'hypothèse qu'il va retourner en emploi. Pour les gens de 55 ans et plus, ce qu'on a fait, c'est si quelqu'un a travaillé dans les 12 derniers mois, a quitté son emploi pour des raisons économiques, de santé ou des obligations personnelles, qu'elle est inactive, qu'elle ne cherche pas de travail, qu'elle n'est pas disponible pour travailler, qu'elle ne veut pas travailler et qu'elle ne s'attend pas à être rappelée pour le travail, on fait l'hypothèse qu'elle travaille pas. Ce qu'on a fait quand même, c'est qu'à 55-59 ans, on a ajouté un critère de durée, donc il faut que ce soit au moins 3 mois là, dans l'enquête sur la population active où la personne a quitté son emploi. Pour les gens de 60 ans et plus, on n'a pas mis de critère de durée. Donc, il fallait qu'elle réponde à tous les critères que j'ai énumérés là, juste auparavant. Bon, qu'est-ce que ça donne? C'est petit, hein, quand on regarde là? C'est que ça, c'est pas des yeux. Moi, je le vois très bien. Donc, je vais vous décrire les chiffres. Il faut juste se concentrer là, sur les 3 chiffres que j'ai encerclés en rouge. Si on prend sur la période de 1977 à 2009, en fait, non. Pour faire ce travail-là, on est obligé de prendre les données à partir de 1997 parce que, à cause des raisons qu'on peut évoquer et de la façon qu'ils ont été codés, on peut juste commencer à partir de 1997. Avant ça, c'est des emplois saisonniers qui sont avec un paquet d'autres catégories qui font en sorte qu'on surestimerait beaucoup la retraite involontaire. Donc, on commence en 1997. Donc, je prends toutes les personnes de 1997 à 2009 qui ont quitté pour des raisons économiques. 17% de ces personnes-là ont été ajoutées à notre échantillon de retraités, donc qui correspondaient à tous nos critères. Là, ce que le tableau vous montre, c'est ce que ça donne par âge et par sexe. Mais disons qu'au total, là, on a gardé 17% des hommes, pas des hommes, mais de toutes les personnes qui ont quitté pour des raisons économiques, 47% des personnes qui ont quitté pour des raisons de santé et 37% des personnes qui ont quitté pour des raisons personnelles et familiales. Mais, par ailleurs, il faut voir qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont quitté pour des raisons économiques que pour des raisons familiales, par exemple. Ce qui fait que dans les 3 chiffres que vous voyez avec l'espèce de
flèche. Au total, quand on prend toutes nos nouvelles retraites, on a 23% de nos nouveaux retraités qui sont des gens qu'on pourrait associer à une retraite involontaire. Donc, dans le 23%, là, la moitié sont des gens qui ont pris leur retraite pour des raisons économiques. 9 de 23%, 9 points des 23 points sont des personnes qui ont pris pour des raisons de santé et 2% des personnes qui ont pris pour des raisons personnelles et familiales. Donc là, on refait notre exercice. Mais comme je vous dis, la période d'observation est plus la même. On est de 1998 à 2009. La courbe en rouge, c'est exactement la courbe que vous aviez tantôt. Donc, c'est les gens qui ont quitté pour une retraite volontaire, en guillemets. Quand on ajoute raison économique, on se rend compte que chez les hommes, en fin de période, là, on perd une année. Et chez les femmes, on perd 1,2 ans d'espérance de vie en emploi. Par contre, chez les hommes, si chez les femmes, la perte est plus importante que chez les hommes, dans le temps, la perte est demeurée stable chez les femmes. Chez les hommes, elle a doublé dans la période de temps qu'on a observée. Si on ajoute ensuite les raisons liées à l'état de santé, encore là, on enlève à peu près presque une année, 7 ans, 7 dixièmes d'année, autant chez les femmes que chez les hommes. Donc, autant d'un côté que de l'autre. Et finalement, pour les raisons familiales, responsabilité familiale, c'est très peu, c'est à peine de 0,1 an, 0,2 ans. Très peu. Ce qui ne veut pas dire que dans le futur, ce n'est pas quelque chose qui serait très important. Peut-être que ça peut être important parce qu'il y a plus de travailleurs âgés qui sont avec des baby boomers, qui ont des parents âgés. On pourrait peut-être penser que c'est quelque chose qui pourrait devenir important. Donc, ce qu'on voit, en début de période, chez les hommes, on perdait 0,8 ans. Chez les femmes, on perdait un peu plus d'une année et demie. En fin de période, chez les hommes, on perd le double, 1,7 ans. Et chez les femmes, on est à 1,9, donc ça n'a pas changé beaucoup dans la durée de vie en emploi. Mais ça montre quand même qu'il y a une perte potentielle. Ce n'est pas nécessairement des gens qui auraient voulu continuer à travailler, mais qui ont perdu leur emploi pour une raison autre que pour prendre leur retraite. Par la suite, l'idée, c'était d'essayer de voir par niveau de scolarité qu'est-ce qui peut se passer dans la durée de vie en emploi et la durée de vie à la retraite. Évidemment, il y a plusieurs raisons qui peuvent nous laisser croire qu'il va y avoir des différences tant de l'attraction de la retraite ou de rester en emploi d'un côté comme de l'autre. Là, chez les plus scolarisés, ils ont un revenu plus élevé. Souvent, ils ont accès à un régime de retraite, ce que les gens moins scolarisés peuvent ne pas avoir. Ce qui peut être un incitatif à prendre sa retraite, mais aussi quand on a un revenu plus élevé, des fois, ça peut être l'opportunité plus élevée pour quitter son emploi, donc ça peut jouer dans les deux sens. Pour les moins scolarisés, souvent ils sont moins mobiles, en moins bonne santé et peuvent avoir plus de difficultés à se trouver un emploi suite à une mise à pied. Donc, on pourrait penser que chez les gens moins scolarisés, la retraite involontaire pourrait être plus marquée. Donc, on a regroupé en trois groupes, trois sous-groupes de niveau de scolarité, sans diplôme d'études secondaires, avec diplôme d'études secondaires ou de métier et études postsecondaires. Bon, pour les données, c'est pas évident d'avoir des taux de mortalité par niveau de scolarité. Il y a Russell Wilkins qui avait, avec l'étude sur le suivi de la mortalité du recensement de 91, il y a plein de caractéristiques du recensement, donc il y a tout un suivi qui est fait avec ça. Et on lui a gentiment demandé si c'était possible d'avoir accès à certaines données. Et ce que l'on a fait, c'est de calculer des ratios de quotient de mortalité par âge. Donc, si je prends des gens plus scolarisés, je regarde c'est quoi leur quotient de mortalité par rapport à la moyenne. Les moins scolarisés par rapport à la moyenne. Et ensuite, ce qu'on a fait, par exemple, on pose comme hypothèse que le ratio est le même pendant toute la période d'observation. C'est assez difficile de faire d'autres hypothèses. On n'a rien pour justifier de faire d'autres hypothèses. Mais c'est la façon qu'on a calculé les espérances de vie, les durées de vie en emploi et à la retraite à partir de 50 ans. Les données de Wilkins, lui, avait 4 niveaux de scolarité, sauf qu'on a mis ensemble avec certificat, diplôme postsecondaire et diplôme universitaire, parce que quand on tombe dans les retraites par âge et qu'on regarde par niveau de scolarité, à un moment donné, on a des chiffres qui sont un petit peu petits dans les niveaux universitaires et pas particulièrement nombreux à certaines périodes.
Et la période d'observation, c'est de 90 à 2010. Là, pourquoi c'est encore différent de l'autre? Ben là, c'est que les niveaux de scolarité, les codifications ont changé dans le temps. Et à partir de 90, là, on est pas mal plus stable dans la façon de codifier, donc ça nous permet de garder les mêmes niveaux de scolarité. Avant 90, c'est tout compliqué. Et en fait, là, bon, on travaille encore sur les données, les faire par cohorte et non pas dans le transversal. Et j'ai voulu essayer de voir si on allait jusqu'en 76. On serait pris avec un niveau universitaire versus pas le niveau universitaire, et le niveau universitaire dans les années 70. Donc, tout de suite, c'est un putain assez rapide. Donc, la durée de vie en emploi, 50 ans, est-elle plus longue chez des travailleurs plus scolarisés? Alors, ce qu'on obtient, c'est, en fait, là, ce que vous avez, c'est les courbes pour les 3 niveaux de scolarité. En rouge, c'est le niveau d'études secondaires. En bleu, secondaire pour métier, et ensuite, études postsecondaires. Ce que vous voyez, c'est que les tendances sont exactement les mêmes dans les 3 cas, et que le niveau est aussi tout à fait identique. Ce qui est un petit peu contre-intuitif, on s'imagine que les gens qui ont une scolarité plus faible auraient pris la retraite plus tôt. Je vais vous montrer tantôt une autre façon de le faire qui vous allez dire, ah oui, c'est ce que je m'attendais. Mais il faut voir que c'est des gens qui, à 50 ans, ont un emploi. Donc, tout ce que je vous ai montré tantôt, je n'ai peut-être pas dit, là, mais à 50 ans, c'est des gens qui ont un emploi. Donc, on regarde les gens. C'est pour ça, chez les femmes aussi, quand on compare les hommes et les femmes, c'est à 50 ans, ils ont un emploi. Si je tenais compte du taux d'emploi à 50 ans, ben là, ça ne ferait plus, on n'aurait plus la même chose. Je pense que j'ai les résultats là-dessus. Donc, en fait, de durée de vie en emploi, ce qu'on observe, c'est des données, des tendances identiques et des niveaux identiques. Par contre, quand on veut tenir compte de la durée de vie à la retraite, bon, ce que vous avez ici, c'est 1998 qui est la barre dans chaque couple de barres. Vous avez sans diplôme d'études secondaires, ensuite avec diplôme d'études secondaires, ensuite post-secondaire. La barre du bas, c'est 98, ensuite 2009. Donc, on compare le début de période, fin de période. Pourquoi là, c'est 98? C'est parce qu'on est tombé dans les volontaires et involontaires. C'est pour ça que j'ai comme ça au petit étape. Donc, la durée de vie en emploi, si je prends 98, on avait 12,3 sans diplôme d'études secondaires, la même chose pour l'étude avec diplôme d'études secondaires et 12 ans pour le post-secondaire. En 2009, on a augmenté de 2 ans à peu près. Chez le post-secondaire, c'est ceux où l'augmentation a été la plus importante, là, de 2,6 ans, alors que c'est 2 ans sans diplôme d'études secondaires. Ça, c'est la retraite volontaire. Si j'ajoutais des années de retraite, mais qui sont de la retraite involontaire, et là, c'est là qu'on a observé qu'effectivement, chez des gens qui ont un niveau de scolarité plus faible, c'est plus élevé, c'est surtout plus élevé en fin de période. C'est 2,4 ans. Donc, c'est passé de 1,4 à 2,4, donc une année de plus entre 1998 et 2009, alors que ça a augmenté d'à peu près là, une demi-année, malgré que le post-secondaire, c'est une année aussi, c'est pas évident, presque une année qui a été ajoutée. Il y a quand même une bonne différence entre les deux. Mais la différence la plus importante, évidemment, c'est la durée de vie à la retraite. Quand on parle d'inégalité, c'en est. On a chez les... si je prends en 2009, les moins scolarisés, c'est 15 ans de retraite. Si je prends les plus scolarisés, c'est 19 ans de retraite. Donc, il y a presque 4 ans de différence entre les deux extrêmes. Et dans le groupe du milieu, là, c'est 17,2, donc 2 ans de différence. En parenthèse, ce que j'ai ajouté, c'est les années involontaires. Parce qu'effectivement, quelqu'un pourrait dire, oui, mais les années involontaires, c'est des années, on peut les voir comme des années de retraite, effectivement, mais l'écart demeure quand même d'à peu près 4 ans, 3 ans entre les plus scolarisés et les moins scolarisés. Donc, pas de différence au niveau de la durée de vie en emploi, mais des différences importantes au niveau de la durée de vie à la retraite. Bon, ça, c'est le graphique. Là. Je vous disais, si je tiens compte des taux d'emploi à 50 ans, et que là, je parle de 50 ans, mais à ma table de mortalité, à 50 ans, je ne pars plus avec mes 100 000 dans ma table, là, mais j'applique le taux d'activité à 50 ans, puis ensuite, je fais le reste de la table. C'est ce que ça donnerait là, par niveau de scolarité. Là, on arrive vraiment à des différences beaucoup plus importantes. Là. Les moins scolarisés, en 2009, la durée de vie en emploi, c'est 10 ans, 10,8 ans, alors que les plus scolarisés, c'est 14 ans. Mais si je prends des gens en emploi à 50 ans, on n'a pas cette différence-là. Bon, évidemment, on se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui va arriver dans les prochaines années. Est-ce que la tendance qu'on a observée va être renversée? Est-ce qu'on va revenir à une retraite
la tendance à une retraite à 57 ans, 58 ans, 59 ans, ou est-ce que, au contraire, on va voir une tendance qui va se poursuivre? Bon, il y a plusieurs tendances qu'on peut regarder. Je vais vous montrer des graphiques là, qui ne touchent pas nécessairement tous les points qui sont là, mais à plusieurs de ces points-là. D'une part, on peut parler du rapport des transitions depuis la vie adulte. Quand je regarde tout ça, j'aime bien regarder en fonction du cycle de vie. Les gens qui s'en viennent à la retraite, comment ils ont vécu leur entrée en union, l'entrée sur le marché du travail, les enfants, l'achat d'une maison, parce que vous avez des questions plus en fonction de ça. Donc, quand on regarde, et ça a commencé avec les baby boomers, c'est qui arrivent maintenant à la retraite, donc on peut penser que le rapport des transitions au début de vie adulte peut avoir des conséquences sur l'âge à la retraite. L'endettement des ménages, la chute des taux de couverture des régimes de retraite privés, la hausse de la part relative des régimes à contribution déterminée, les gens qui ont encore une hypothèque à payer quand ils arrivent à 60 ans, de plus en plus de retrait des REER bien avant la retraite. Les taux de rendement à la baisse sur vos REER, la hausse de l'âge donnant accès à la sécurité de la vieillesse. Donc, en 2022, on commence tranquillement à augmenter l'âge de la pension vieillesse, qui va aussi avoir un effet sur les revenus. Donc, si vous croyez aux pénuries de main-d'œuvre, personnellement, je n'y crois pas, mais si vous croyez aux pénuries de main-d'œuvre, plein de raisons pour regarder votre REER sur le marché du travail. Et là, je vais vous montrer certains graphiques. Et ça, c'est les taux de retraite. Tantôt que vous voyez des tables, vous avez des résultats. Donc là, si je prends les taux de retraite et je les dispose par cohorte, et je regarde comment les choses se passent. Donc, ce qu'on avait, c'est vraiment un sommet qu'on atteignait à 65 ans. À 65 ans, c'était vraiment l'âge où plusieurs prenaient leur retraite. Donc, on voit là, pour la cohorte 1927, le taux de retraite à 65 ans était de presque 60 %. Bon, si je prends la cohorte 1937 et que je les compare au même âge, je prends donc en 2002, quel était le taux de retraite? Il était un petit peu plus élevé que 40 %, mais quand même pas mal plus bas que ce que ça a déjà été. Si je prends maintenant la cohorte 2007, pas 2007, mais la cohorte 1942, leur taux de retraite à 65 ans en 2007, on voit que c'est moins que la moitié de ce que c'était pour la cohorte 1927. Maintenant, en 2009, on avait encore une baisse importante et on n'a pas une hausse des taux là, avant l'âge de 65 ans. Donc, et bon, les prochaines cohortes, évidemment, elles ne sont pas rendues à 65 ans, mais là, vous les voyez apparaître tranquillement. Donc, des comportements assez identiques à la cohorte de 1944. Mais pour ce qui est des taux de retraite, à l'âge de 60 ans, 65 ans, 66 ans, on n'est pas rendu là encore. Mais si on veut faire des projections, et on va s'amuser à le faire dans les travaux sur lesquels je travaille en ce moment. Et quand je vous dis, on va regarder aussi d'autres tendances, tantôt je vous ai énuméré dans un paquet de tendances, mais quand on les voit en graphique par quoi, entre autres, ce que vous avez ici à gauche, c'est la proportion d'hommes ayant déclaré des déductions pour des contributions à un régime de pension agréé, donc un régime de retraite privée, selon l'âge et la cohorte. Ce que vous voyez en noir, dites-vous que plus le niveau est bas, plus la cohorte, moins vous avez de nombre de chiffres, la courbe moins vous avez de données, évidemment, plus la cohorte est récente. Et ce que vous voyez, c'est que plus la cohorte est récente, moins les taux sont élevés. Et beaucoup moins élevés. Donc, beaucoup moins de... Chez les femmes, on aurait un petit peu de contraste à augmenter, donc les taux ressemblent beaucoup à ce qu'on observe chez les hommes. À droite, ce que vous avez, c'est pas par cohorte, mais c'est de regarder la proportion des gens qui ont un régime privé. Parmi tous ces gens-là, quels sont ceux qui ont un régime à prestations déterminées et quels sont ceux qui... en fait, là-dessus, c'est prestations déterminées. En rouge dans le secteur public et en bleu dans le secteur privé. C'est que de plus en plus, les régimes de retraite, quand un nouveau régime de retraite est créé, absolument, c'est un régime à contribution déterminée qui est extrêmement différent, pour ceux qui ne connaissent pas. Probablement qu'à l'INRS, vous avez un régime à prestation déterminée. Quand vous allez prendre votre retraite, vous savez combien vous allez avoir, c'est tant de %, disons 2 % par année de service. J'ai travaillé pendant 25 ans ou 30 ans. Donc, 30 fois 2, 60 % de vos 5 meilleures années. Je ne sais pas ici la norme. Alors que les régimes à contribution déterminée, c'est pas ça. Ça dépend des cotisations. C'est un REER, en fait. Vous avez cotisé pendant 25 ans.
Et il y a eu des rendements. Et vous avez droit à ce qu'il va y avoir dans la cagnotte lorsque vous allez prendre votre retraite. Donc, c'est beaucoup plus difficile de planifier prendre sa retraite à tel âge quand on ne sait pas exactement ce qu'on va avoir. Comme on comprend par exemple ce qui s'est passé en 2008 avec les marchés financiers. Effectivement, si ça se passe 3 ans avant votre retraite, vous allez peut-être en l'âge de votre retraite parce que votre fonds de pension vient de prendre un méchant coup. Alors que si vous avez un régime à prestation déterminé, ça n'affecte absolument pas votre régime de retraite. Alors, ce qu'on voit, c'est que de moins en moins de gens sont couverts, puis quand ils sont couverts, de plus en plus, c'est un régime à contribution déterminée. En fait, dans le secteur privé, c'est 1 travailleur sur 5 qui a un régime à prestation déterminée. Donc, c'est à peine un travailleur sur 5. Ici, c'est par cohorte. On regarde la proportion des individus qui ont déclaré contribuer à un REER, selon le groupe d'âge de la cohorte. Encore là, ce qu'on voit, on a l'impression qu'à un moment donné, tout le monde s'est garoché dans le REER, mais effectivement, c'est ce qui s'est passé parce qu'on a changé les règles en 91, ce qui a fait en sorte que c'était beaucoup plus. On traitait les REER comme on traite en régime de retraite. Donc, vous avez des discussions fiscales pour aller avec. Donc, ce qui a fait que les gens ont commencé à mettre beaucoup d'argent dans les REER. Et il ne fallait surtout pas interpréter ce qu'on voyait dans les années 90 comme étant une tendance qui va se perdurer dans le temps, parce que ce qu'on voit, c'est que non seulement, à un moment donné, effectivement, on arrive à un plateau, donc même autour de 40 %, c'est rare qu'une cohorte, plus que 40 % de la cohorte contribue à son REER, mais d'une cohorte à l'autre, plus la cohorte est jeune, le plafond arrive plus rapidement. Et la baisse aussi commence plus rapidement. Donc, les contributions, la proportion de contributions en REER plafonne plus vite et diminue assez plus rapidement qu'on le voyait avant. Mais évidemment, regardez la proportion de gens qui mettent de l'argent dans un REER, ça ne vous dit pas qu'ils économisent pour leur retraite nécessairement. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est petit indice, là, pour 100 personnes qui mettent de l'argent dans un REER, le nombre de personnes qui retirent de l'argent dans un REER. Et là, c'est à 34 ans à gauche, 35-39 ans à droite. Et ce que vous voyez, par exemple, je prends les 30-34 ans, quand je prends la cohorte 57-61, c'était à peu près pour 100 personnes qui mettaient de l'argent dans un REER à 30-34 ans, il y en avait à peu près 14 qui retiraient de l'argent dans un REER. Quand on prend le groupe d'âge 30-34 ans en 2006, on était rendu à presque, on était rendu au double. Et ça, c'est pas pour acheter une maison, pour rembourser, pour retourner aux études et rembourser. Ils ne sont pas comptés là-dedans. Donc, c'est des gens qui ont retiré de l'argent de leur REER et qui ne remboursent pas l'argent de leur REER. Donc, quand on regarde juste... Pardon? Ils essaient de payer l'impôt complet là-dessus. Ils payent... parce que les gens disent qu'ils payent la pénalité. Ce n'est pas une pénalité, c'est l'impôt que tu n'avais pas payé, il faut que tu le payes. Donc, ce n'est pas vraiment une pénalité, c'est juste que maintenant, il faut payer de l'impôt. Des fois, les gens font un calcul qui a du bon sens. Je me dis, l'année prochaine, je vais prendre une année sabbatique, je n'aurai pas de revenus. Donc, je vais prendre mes REER, donc je ne paierai pas beaucoup d'impôts parce que mon revenu va être moins élevé. Mais ce qui fait que quand on regarde juste les données sur les contributions REER, on est loin d'avoir le portrait de ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de gens qui retirent leur argent de REER. Et quand on le sort à 35 ans, c'est pas pour prendre sa retraite. Et maintenant, en plus, avec les CELI, je vous dirais que ça va être encore pire parce que moins en moins de gens vont mettre de l'argent dans les REER, on les met dans des CELI. Et les CELI, vous allez chercher, il n'y a pas de pénalité parce que de toute façon, vous allez payer votre impôt quand vous allez mettre votre argent dans les CELI. Donc, ça va avoir encore un effet encore plus dissuasif sur le REER. Ça ici, c'est la proportion de propriétaires avec une hypothèque selon le groupe d'âge. C'était les recensements, je n'ai pas mis 2011, là j'arrête en 2006. Bon, par exemple, si vous prenez à 65-69 ans, au recensement de 91, c'était 15 %, on est presque rendu à 30 % en 2006. Probablement en 2011, on a probablement, des petites projections, probablement dépassé 30 %. Donc, les gens arrivent à l'âge de la retraite avec encore une hypothèque à payer. Est-ce que c'est une deuxième hypothèque sur leur maison? Bon, des fois, on dit, c'est une deuxième hypothèque, c'est quand même. Il y a une dette à payer. Donc ça peut avoir un impact important là, quand on veut projeter des taux de retraite dans le futur. Et une dernière étude qui avait été faite, je ne sais pas, les gens qui s'intéressent au sujet ont sûrement vu cette étude-là, qui a été faite par Kevin Moore avec LifePath, la Statistique Canada. Bon, moi, je la connais beaucoup parce que j'étais au ministère des Ressources humaines et donc, ce que je vous ai montré sur les tendances, c'est du travail que je faisais au ministère pour dire, ben là, on va peut-être frapper un mur, mais c'est pas le mur que vous pensez. C'est que les gens vont arriver à la retraite de moins en moins bien préparés. Donc, peut-être qu'ils
changer des choses au système de retraite publique. Et on avait fait des travaux avec Kevin Moore, qui s'occupe de l'IFAT, mais on alimentait un peu l'IFAT pour voir qu'est-ce que ça peut donner comme taux de remplacement dans le futur, si on essaie de projeter ce qui s'en vient. Et en fait, souvent, vous entendez sûrement là, des banques vont vous dire que vous avez besoin d'à peu près 70 % de votre revenu à la retraite pour garder votre niveau de vie. Mais ça, c'est 60 % pour certaines personnes, c'est 80 % pour d'autres. Ce qu'on a fait ici, le taux de remplacement que vous voyez ici, c'est garder votre consommation stable. Donc, quand vous avez une perte de 10 %, c'est une perte de 10 %. Votre consommation baisse de 10 %. Donc, votre niveau de vie baisse. Ce qu'on a fait, et on s'est, je dirais même qu'on s'est presque engueulé au ministère pour savoir quel seuil on devrait prendre pour dire c'est critique. Finalement, on a pris 75 %. Donc, une baisse de 25 % du niveau de vie, ça serait une baisse importante. Et là, vous avez les courbes ici, c'est par quintile de revenus. Donc, évidemment, pour ceux qui connaissent le système de revenus de retraite au Canada, vous savez que si votre revenu est relativement faible avant votre retraite, les chances sont que vous allez avoir un revenu plus élevé à la retraite. Donc, le taux de remplacement est très élevé dans le système de revenus de retraite. Donc, c'est pour ça que vous voyez la courbe qui est en bas, c'est le quintile de revenu le plus faible. Et la proportion dans différentes cohortes, donc c'est des cohortes qui arrivent à 65 ans. On regarde parmi cette cohorte-là, il y en a combien c'est quoi la proportion qui a un taux de remplacement inférieur à 75 %? Donc, en 2006-2010, là, c'est à peu près 0 %. Par la suite, on voit une augmentation. Et là, plus la courbe est élevée, plus c'est le quintile de revenus plus élevé. Quand on prend la courbe en bleu, quelqu'un pourrait dire, bon, on ne s'inquiète pas trop pour s'ils ont une baisse de 25 % de leur niveau de vie, mais qui avait 300 000 par année, c'est pas une catastrophe. Mais par contre, quand on tombe dans le revenu moyen, on voit que rendu en 2046, on arrive là, au-dessus de 40 % de la cohorte qui aurait une baisse de niveau de vie de plus de 25 % à la retraite. Une des raisons qui explique le plus ce qui se passe là, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai montré tantôt, c'est la pension vieillesse. Parce que la pension vieillesse, elle est indexée au prix et non pas au salaire. Ce qui fait que quand vous arrivez à votre retraite, vous gardez le même niveau de vie parce que c'est ce qu'on vous donne et après ça, à 66 ans, vous indexez à l'indice des prix. Donc, vous gardez votre niveau de vie, c'est correct. Avec la Régie des rentes du Québec, le régime de pension du Canada, on fait ça aussi. Mais à chaque année, le seuil de cotisation est indexé au salaire, pas au prix. Mais la pension vieillesse, elle est toujours indexée au prix. Ce qui fait qu'il y a toujours un décalage. Si votre revenu, votre gain réel en salaire est de 3 % par année et que l'indice des prix à la consommation augmente de 2 %, donc le gain net que vous avez fait en salaire, c'est 1 % par année. Mais ce pourcent-là, vous ne l'avez pas quand vous allez prendre votre pension vieillesse, parce qu'il est indexé au prix. Donc, le taux de remplacement du régime public va diminuer dans le temps à cause de la pension vieillesse. Donc, ça joue beaucoup sur ces résultats-là, mais c'est aussi les régimes privés de retraite et d'autres facteurs qu'on a dans l'étude. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens ont 3 choix. Diminuer leur consommation avant la retraite. Ce n'est pas un choix qui est particulièrement populaire quand on regarde dans les Canadiens. Baisse importante du niveau de vie une fois à la retraite. Donc, c'est d'accepter que je vais prendre ma retraite à l'âge que j'avais prévu, mais j'accepte une baisse de niveau de vie. Mais il faut voir que très souvent, et puis on l'a vu quand je regardais la retraite involontaire, les gens n'ont pas décidé de prendre la retraite. C'est à cause d'une raison de santé ou une raison économique, les gens perdent leur emploi. Donc, soit d'accepter une baisse importante du niveau de vie une fois à la retraite, ou la troisième option, c'est de reporter sa retraite et de dire, parce que ça ne paraît pas, là, mais juste de repousser d'une année, c'est énorme là, sur le niveau de vie. Parce que pendant une année, vous ne touchez pas à votre épargne et vous accumulez d'autres épargnes. Donc, l'effet est double. Donc, si vous ajoutez 2 ans, l'effet est très, 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 très élevé. Bon, je ne sais pas juste ce que j'ai le temps de passer les conclusions. Je vais laisser faire les conclusions de ce que vous avez vu dans les résultats. Les travaux qu'on fait en ce moment, c'est pour passer du transversal à faire des projections par quoi. Donc, de faire des tables de durée de vie en emploi, mais par cohorte. Donc, il faut faire des projections parce que si je prends la cohorte, par exemple, qui a eu 50 ans en
2005. En 2000, aujourd'hui, on n'a pas leur taux de retraite à 60 ans. Donc, il faut faire des projections sur les taux de retraite. On veut se fier sur, comme je montrais, d'autres tendances parfois et d'utiliser ces tendances. En projection, j'ai anticipé parfois tes projections. Et aussi, dépendamment des subventions, de tenir compte des gains en espérance de vie, parce que c'est beau de faire des projections sur la durée de temps d'emploi, mais à un moment donné, ça n'a pas de sens. Il faut tenir compte des gains en espérance de vie et des espérances de vie en bonne santé, l'espérance de vie en bonne santé des parents aussi, et des conjoints, parce que des fois, la retraite est liée à l'état de santé d'un parent qui n'est pas en bonne santé, qui attend plus son travail pour donner des soins, ou la même chose pour un conjoint. Donc, d'essayer de tenir compte de toutes ces tendances-là et de faire des projections. Voilà. Merci beaucoup. C'est un tour d'horizon sur bien l'échelle. OK. Je suppose que ça va générer beaucoup de questions. Peut-être. Dernière question, c'est publié où ces résultats-là? Il y a 2 articles qui sont publiés à Statistique Canada et un rapport de recherche aussi à Statistique Canada. Et il y a un article dans l'Institut de la statistique du Québec, dans le cadre de la phase, il y a ils ont publié un document, malgré que nous, on n'est pas dans le document parce que le texte est arrivé un petit peu en retard. Donc, il est dans le cadre de la même chose, mais sur le site de l'ISQ, parce qu'on parle du Québec aussi, là, donc on avait comparé le Québec et le Canada. Mais je pourrais vous les envoyer. D'ailleurs, je les avais dans la présentation. Je les ai déjà dit. Ça va être disponible, la présentation? Oui. Donc, vous pouvez rajouter cette slide-là. Oui, je pourrais. On peut les trouver probablement. Merci. Oui, Daniel? Moi, j'ai une question sur genre. Il y a des différences entre femmes qui sont présentées très souvent dans les résultats. Évidemment, quand on parle d'emploi, puis des personnes en emploi à 50 ans, il y a des différences entre les hommes et les femmes. Ces différences ont changé beaucoup au cours du temps. Ouais. Donc, on pourrait penser, même si les choses n'ont pas l'air d'être très reluisantes pour ce qui s'en vient en termes de préparation à la retraite, tout ça, que pour les femmes, parce qu'elles sont plus présentes en emploi, les durées ne sont pas encore aussi longues, aussi constantes que pour les hommes, mais qu'il y aurait quand même une amélioration de leur situation de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a des travaux qui ont été faits dans ce sens-là? Oui. Il y a 2 façons de voir les choses. C'est que si on compare les femmes d'une cohorte à l'autre, évidemment, on va dire des cohortes de femmes qui ont été plus actives sur le marché du travail vont avoir un niveau de vie plus élevé que les femmes qui avaient très peu accès au marché du travail. Donc, en comparant leur niveau de vie, on dirait oui, les plus jeunes vont être en meilleure position que les plus âgés. Sauf que les plus âgés, le taux de remplacement, ce n'était pas une question à se poser. Parce que souvent, les femmes à 65 ans n'avaient jamais eu de revenu de toute leur vie. La pension vieillesse arrivait pour un 6 000 $ qui arrive, puis c'est un revenu qu'elles n'avaient jamais. C'est plus que ce qu'elles avaient, parce qu'elles n'étaient pas sur le marché du travail. Donc, et je me dis que les gens se comparent à leur situation avant de prendre leur retraite et non pas. Moi, quand même, je dirais une femme qui est dans la pauvreté, mais t'es bien mieux que qui n'est pas dans la pauvreté, mais qui a une baisse de niveau de vie important. Elle dit oui, mais ton niveau de vie est nettement meilleur que celui de ta mère. Je dis oui, c'est très beau. Mais moi, je vais me comparer à ce que j'avais quand j'étais sur le marché du travail. Donc, il y a 2 façons de voir ça. C'est est-ce que les femmes. Comme je disais, le taux d'ouverture de régime de retraite est, je pense, maintenant un petit peu plus élevé chez les femmes parce qu'il y a beaucoup de femmes dans le secteur public. Et sont couvertes à peu près à 100% dans le secteur public. Donc, oui, je pense que c'est comparable à ce que c'est pour les hommes, en fait. Derrière aussi, j'ai des graphiques aussi pour les hommes et pour les femmes, même que. Il y a un graphique qui n'est pas là-dedans, mais j'ai fait par cohorte les contributions à la Régie du Québec ou au régime de pension du Canada. Et quand on le fait par cohorte,
Je me rappelle les premières fois que je fais des graphiques, je me disais quelque chose qui ne marche pas parce que j'ai des cohortes où j'ai à peu près 80% des hommes qui contribuent plus que qui contribuent au maximum des gains admissibles. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Là, on contribue, l'année passée, on contribuait jusqu'à temps que notre revenu arrive à 52 000. Rendu à 52 000, on arrête de contribuer au régime parce qu'on n'est plus couvert de passer ce revenu-là. Et quand on regarde, je prends une cohorte et je dis, c'est quoi la proportion de la cohorte à un âge donné qui a contribué le maximum à chaque. Puis je suis la cohorte. Chez les hommes, c'est impossible de dire qu'il y a 80% qui ont contribué au maximum parce que le maximum, c'est supposé être de salaire moyen. Je ne peux pas avoir 80% des hommes qui gagnent plus de salaire moyen. C'est quelque chose qui ne marche pas. Finalement, souvent, il faut retourner dans les politiques et voir qu'est-ce qui se passait parce que c'était dans les années 70-80. Et le problème, c'est que quand je vous disais, on augmente, on a 52 000 cette année, je ne sais pas il y a combien, probablement rendu pas loin de 54 000 parce qu'il est indexé au salaire. Dans les années 70, on avait plafonné la hausse de 2 quelques %. Mais si vous vous rappelez à l'époque, moi, je me rappelle d'avoir une augmentation de salaire de 12 % puis d'aller voir mon boss en chiant. Ça n'a pas de bon sens, de 12 %. Maintenant, on aurait 12 %. Mais à cette époque-là, les salaires augmentaient beaucoup parce que l'inflation était très élevée, ce qui a fait que le maximum des gains admissibles n'avait rien à voir avec le salaire moyen. Il y avait mais les gens qui ont cotisé à ce moment-là ont cotisé le maximum, donc ils ont acheté le maximum de bénéfices. Donc, ils ont accès à des bons bénéfices avec des cotisations qui n'étaient pas nécessairement très élevées. Quand on prend les femmes, et je regarde la proportion de femmes qui cotisent au maximum, ça n'a pas augmenté beaucoup par rapport à des cohortes beaucoup plus vieilles. C'est que oui, beaucoup plus de femmes ont accès au marché du travail, mais les salaires n'ont pas nécessairement suivi le salaire des hommes. Mais encore là, quand on parle de niveau de vie, c'est garder son niveau de vie à la retraite, c'est ce que j'avais quand je travaillais par rapport à combien je vais avoir à la retraite. Et là-dessus, si on veut faire une étude très poussée, il faut regarder l'effet du divorce. Parce que là, on a les gens qui cotisent en régime de pension, mais l'homme qui cotisait en régime de pension et qui a eu un divorce, et que sa femme ne travaillait pas, la moitié de son fonds de pension est partie. Puis la cohabitation au Québec. La cohabitation au Québec. Donc, il y a des facteurs comme ça qui font que des fois, on regarde, et même si je le regardais selon le genre, des fois, il y a toujours un oui, mais il y a des événements qui ont pu arriver. On a qui a un effet sur. Je peux avoir cotisé à mon régime de retraite pendant 30 ans. Un divorce à 55 ans va faire que la moitié. Dépendamment de la situation dans le couple. Ça a un effet sur le régime de retraite. Bon, c'est assez convaincant. La première chose qui ressort, c'est qu'une bonne partie de ce qu'on dit, comme par exemple dans le rapport d'amour, c'est pas fondé. La deuxième, c'est qu'avec le système qu'on a à l'heure actuelle, les gens n'ont pas les moyens de prendre leur retraite. C'est vrai que c'est important. Pas de partie. Bon, là, comme maintenant, je ne parle pas plus un fonctionnaire, mais un prof d'université. Je vais poser d'autres questions. Oui, je peux répondre maintenant. J'ai cherché le micro. Tu n'est pas bon, je pense qu'il va démissionner. Disons, par exemple, prenons le rapport d'amour, mais tous les rapports du même genre. Première question, on va y aller. Ce sont des imbéciles ou ce sont des hommes anormaux? Et la deuxième, surtout dans le deuxième cas, c'est quoi la clé? Bon, dans le cas du rapport d'amour, je dirais que pour avoir, parce que je collaborais sur une demande de subvention avec le code. Et quand j'ai vu le graphique qu'ils utilisaient, on n'a pas parlé de ça. J'ai vu le graphique il n'y a pas tellement longtemps, dans un cours vieillissement que je t'ai demandé, j'ai vu ce graphique-là. Je me suis dit, bon, mais je vais demander aux étudiants, je vais dire, qu'est-ce qui n'est pas correct? Et je ne pense pas que c'est d'être malhonnête. Je pense que c'est un très mauvais calcul et je l'entends par des économistes souvent. Ça. On prend le transversal puis on en fait une histoire de vie. On dit comme je dis tantôt. Et on ne se pose pas de questions sur
c'est quoi les tendances, que si je prends de quoi, puis je regarde ce qui se passe, ça n'a pas de bon sens de prendre la personne qui a 22 ans. Mais combien de fois qu'on l'entend, les gens, Peter X, qui est quelqu'un qui cycle de vie, là, lui, il est embarqué là-dedans. Je me rappelle très bien, un moment donné, il m'a dit exactement ça. Il dit, les gens, ils arrivent sur le marché du travail de plus en plus tard, puis ils prennent la retraite de plus en plus tôt. Je regarde derrière, c'est Peter. Cycle de vie, ça. Effectivement, puis je fais la même étiquette à chaque fois. Parce que le réflexe, c'est de dire ça. Il faut voir que dans le rapport d'amour, on ne s'est pas servi de ça. Ils ont montré ce graphique-là pour dire, parce qu'après le rapport d'amour, ils ont fait bien des choses, mais moi, ce qui attire plus mon attention dans le rapport d'amour, c'est plus, OK, qu'est-ce qu'on devrait faire avec le système de retraite publique? Et ce qu'ils viennent présenter et dire, on devrait avoir la rente longévité à partir de 75 ans. Ben, dans le fond, ça répond quand même un petit peu au problème que je soulève. Donc, parce que là où, parce que j'avais entendu Godbout à la radio, il disait, ça n'a pas de bon sens, les gens, c'est 10 ans de plus de retraite. Non, ça ne marche pas. Non, ça, c'est vraiment, ça n'a pas d'allure. Donc, quand on arrive dans le coût du système, je pense qu'il ne faut pas penser comme ça. Ce n'est pas 13 ans de plus à avoir des prestations de retraite, c'est pas vrai. Mais la solution, ça peut être. Moi, je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette solution-là. Mais c'est sûrement quelque chose à mettre sur la table. Comme les gens vont être de moins en moins préparés à la retraite, il faut faire quelque chose dans notre système public. Et là aussi, où des fois le débat, c'est sur la viabilité du système public de retraite. Je le dis pour les plus jeunes. Moi, c'est un débat, c'est un faux débat. J'avais une petite diapo, je l'ai enlevé. Le système de retraite, le système public de retraite au Canada, c'est un des plus cheap sur la Terre. Dans tous les pays de l'OCDE, c'est un des plus cheap. C'est pas pour rien qu'on a ces problèmes-là, mais c'est pas pour rien qu'on n'a pas besoin d'augmenter l'âge de retraite dans le système. On ne peut pas augmenter l'âge de retraite en disant que le système n'est pas viable. Non, le système est très viable, il n'y en a pas de problème. Même d'augmenter l'âge de la pension de vieillesse, c'était. J'étais au ministère quand ça s'est fait, quand j'ai entendu parler de ça, c'était pas de bon sens. Donc, pourquoi faire ça? Puis là, ils disaient c'est parce que ça va coûter trop cher. Puis là, on le met tout le temps en milliards parce que ça a l'air assez impressionnant. On est passé 40 quelques milliards, ça va être 120 quelques milliards en PIB. Là. Ça va être 3 du PIB. Là, on est à 2 points quelques. Puis en 2040 quelques, on revient à 2 du PIB. Le système de retraite publique au Canada, quand on fait des projections, on arrive à peu près à 6 points quelques % du PIB. Quand on arrive là, avec les baby boomers, là, sont tous à la retraite. La moyenne des pays de l'Union européenne, ça va être autour de 13 %. Et ça, c'est compte tenu de tous les changements qu'ils ont fait dans les systèmes. Donc, augmenter l'âge de la retraite, baisser les prestations, augmenter les contributions, ils arrivent à 13 %. Là, on parle de sécurité. On parle de système de revenus de retraite. Donc, pour le Canada, ça inclut la Régie des rentes du Québec, Régie de pension du Canada. Donc, ça inclut ça. Donc, c'est un régime, comme moi, au ministère, j'entendais, je ne dis pas que c'est nécessairement de ministre. Les gens, quand on se pense qu'on faudrait peut-être augmenter l'âge de la retraite, c'est pourquoi? Mais il y a d'autres pays qui l'ont fait. Oui. Si j'étais fonctionnaire français, je dirais qu'il faudrait peut-être augmenter l'âge de la retraite parce que le taux de remplacement en France, c'est autour de 60 %. Donc, si tu gagnes 50 000 par année, tu vas avoir 30 000 du système de retraite public. Au Canada, on dit toujours 40 %. C'est pas vrai. On dit 40 % parce que si je fais la somme 25 %, si je gagne 50 000 par année, 25 % va venir de la Régie des rentes du Québec. Après ça, je rajoute un 6 000 de la pension de vieillesse. Et si j'ai aucune épargne, je vais avoir un petit peu de supplément de revenu garanti. Et ça va me donner à peu près 40 %. Sauf que pour avoir 25 %, pour avoir le 25 % de 50 000 de la Régie des rentes du Québec, il faudrait que j'ai cotisé au maximum toute ma vie. Si je prends ma retraite et je gagne 50 000, je ne gagnais sûrement pas. J'espère que durant ma carrière, j'ai eu une progression. Donc, si j'ai abouti à 50 000, qui est le maximum des gains assurables, je n'étais sûrement pas au maximum des gains assurables quand j'avais 40 ans. Et ça, avec LifePath, on s'est amusé à le faire. Je pense que Kevin Moore a fait, je ne sais pas combien de millions il fait des runs, puis il y a 2 millions de cas à chaque fois. On n'est jamais tombé sur une personne qui aurait eu 25 % de taux de remplacement. Donc, même dans les faits, le taux de remplacement pour quelqu'un qui gagne le maximum des gains possibles, c'est autour de 34 %. Donc, on a un système qui est cheap. Tant mieux, c'est ce qui fait qu'on n'est pas dans la merde aujourd'hui avec notre système public, mais c'est ce qui fait que les gens qui vont arriver à leur retraite, on dit, il va falloir que je travaille. Parce que quand on l'a mis en place, ce qu'on espérait,
c'est que les régimes de retraite privés prendraient la part du gâteau qui leur était destiné. C'est pas ça qui est arrivé. Ça a augmenté pendant un petit bout de temps, mais depuis le temps, ça décline tout le temps. Donc, si les employeurs ne prennent pas cette responsabilité-là et que les individus la prennent plus ou moins, ben, on entend ce qu'on voit quand la Banque TD fait un petit sondage auprès de ses clients. Vous allez prendre votre retraite à quel âge? On pose la question des gens qui ont 60 ans ou 55 ans qui disent ben, je ne sais pas, je n'ai pas de régime de retraite, je n'ai un peu de REER. Donc, on arrive avec. Donc, le problème au Canada, ce n'est pas un problème de viabilité, c'est un problème de générosité du régime. Et il y aurait moyen de changer le régime sans nécessairement taxer les générations plus jeunes. Il s'agit de capitaliser ce qu'on rajoute. Donc, si on ajoute, avec le rapport d'amour, c'était un peu ça, mais je ne suis pas sûr que tout est capitalisé. Mais si on capitalise tout, c'est sûr que quelqu'un qui a 55 ans aujourd'hui, si je bonifie le régime, ben, elle n'aura pas le droit à toute la bonification parce qu'il y a 55 ans. Mais la personne qui a 25 ans, elle va cotiser plus toute sa vie, mais elle va avoir aussi des bénéfices qui vont être plus importants. Ce que tu décris, c'est en fait un régime tel que devrait être, sont les régimes privés des employeurs, mais gérés de manière collective. Oui. C'est entièrement capitalisé. Ou non, pas dans ce sens-là. Capitalisé dans le sens public du terme, qui n'est pas un réel, mais qui est, comme le système de pension du Canada, le régime de pension du Québec, est en partie capitalisé. Et on arrive à un moment donné à un taux de contribution qui fait qu'à très long terme, on garde le ratio entre les prestations et le montant qu'il y a dans la cagnotte. Il n'y a pas nécessairement assez pour donner de l'argent à tout le monde. Parce que dans le régime privé, l'employeur, il faut que dans la cagnotte, il y ait assez d'argent pour payer tous les retraités et toutes les personnes qui ont cotisé et qui sont encore actives. Si le régime ne peut pas le faire, il est déficitaire. En ce moment, les régimes sont déficitaires à cause de 2008, mais ça se place quand même. Mais un régime public, on ne lui demande pas ça, parce qu'il y a quand même une pérennité qu'une entreprise n'aura pas nécessairement. Parfait. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que l'approche actuarielle utilisée par les régimes publics, qui est différente de l'approche actuarielle utilisée par les régimes privés, fait en sorte qu'on en a le plus pour son argent et que c'est la manière la plus économique et de loin de maintenir le niveau de vie de son approche. J'ai fait, quand j'étais au ministère, je m'amusais sur Excel, de juste faire des petits calculs à l'interne de voir si mon argent, je le mettais dans un REER. Puis là, on entend souvent, même, j'ai vu, mais un autre économiste qui calculait les taux, parce que des fois, on s'amuse à calculer le taux de rendement pour une génération versus une autre du riche des rentes du Québec. On m'a dit, il n'y a pas plus fou que calculer un taux de rendement là-dessus. Tout ce qu'on veut s'assurer, c'est, en bon français, pas se faire fourrer, c'est-à-dire que tu vas en avoir plus que ce que tu en as. Et quand on regarde les taux de rendement, comme ça, on dit effectivement, les cohortes plus vieilles ont un taux de rendement plus élevé parce qu'ils ont cotisé très longtemps. Ben oui, ils ont eu des bénéfices. Il s'agissait de cotiser pendant 10 ans, on avait le droit au maximum. Donc, ils n'étaient pas capitalisés dans ce sens-là. Et ça a été une bataille, ça, au début, en 67. Qu'est-ce qu'on fait? Et le Québec poussait pour que ce soit une période plus longue. Et l'Ontario poussait pour que ce soit une période plus courte. Finalement, c'est entendu sur 10 ans. Et à ce moment-là, on a créé le supplément de revenu garanti parce qu'on s'est dit, quand ça va prendre 10 ans avant d'avoir droit au maximum, on va implanter le supplément de revenu garanti et dans 10 ans, on va se débarrasser du supplément de revenu garanti parce qu'on n'aura plus de besoin. Voici 40 ans plus tard, on a encore le supplément de revenu garanti. S'il fallait l'enlever, toute pauvreté chez les personnes âgées, là, c'est probablement multiplié par 5. Mais quand on regarde le coût, effectivement, c'est que un système public, il n'y a rien de plus, je pense, c'est relativement sécure comme placement. Et le coût est très peu élevé parce que les frais de gestion, ça n'a rien à voir avec... les frais de gestion, là encore, au Canada, c'est un des pays, dans les pays de l'OCDE où les taux, les frais de gestion sont les plus élevés. Et j'ai d'autres petits graphiques. On montre l'effet là, de juste un petit point de pourcentage sur quelqu'un qui économise pendant 30 ans. Quand on calcule une rente, qu'est-ce que ça te donne comme rente? Versus si tu l'avais mis dans un fonds comme la Générale du Québec. Mais la différence, évidemment, c'est que vos REER, quand vous mourrez, c'est un héritage.
Alors que la Régie des rentes du Québec, quand tu meurs, ben, gentil, un conjoint, il y a une petite pension qui va au conjoint, mais c'est le risque, c'est ça, c'est pas bien qu'on ait un système de santé aussi. C'est le risque collectif versus, on y va collectivement, on y va un à un. Un à un, ben, il y en a un qui est chiant. Et quand on parle d'équité intergénérationnelle, puis tout ça, quelqu'un dit, ça n'a pas de bon sens qu'une génération a un taux de rendement de 4% à la Régie des rentes du Québec, alors que les futures générations, c'est 1,8. Ben, je me dis, OK. Qu'est-ce qui est équitable? Moi, c'est à 30 ans, quelqu'un prend le profil, là. Moi, on m'a dit qu'il fallait que j'économise 15% de mon revenu. Chaque année, un employé, un individu, un citoyen modèle, donc je mets 15% de mon revenu à chaque année. Et vous arrivez en 2008. Ça plante. Quelqu'un d'autre a 25 ans en 2008. Ça a planté. Aucun impact. Et où l'équité intergénérationnelle? On ne peut pas garantir que d'une génération. Moi, j'ai mis de l'argent dans l'assurance chômage, mais j'en ai pas eu beaucoup. Il y en a d'autres qui en ont eu beaucoup. C'est pas équitable. C'est pas comme ça. Une société ne vit pas comme ça. On ne prend pas des décisions comme ça. C'est des contrats sociaux. Puis ce qu'on veut, c'est s'assurer que le problème, c'est quand une génération de quoi s'imagine que le système n'est pas viable. Il ne sera pas là quand moi, je vais avoir 60 ans. Là, c'est un problème. Alors, il faut démontrer que non, tout est en place pour que ce soit là, ou que non, on n'a pas mis en place pour que ce soit là. Là, ça devient, là, je me dis, on peut vraiment se poser des questions en fait d'équité intergénérationnelle. À part ça, je me dis, une fois qu'on ouvre la boîte d'équité intergénérationnelle, nous autres, on peut-tu l'ouvrir complet, là? Un qui est allé à la guerre du Vietnam, l'autre est allé à la Deuxième Guerre mondiale. Moi, je pas. Tu sais, il y a plein de choses qui font. Moi, j'ai acheté ma première voiture, j'étais allé à la caisse populaire à Paul Shylock du coin. J'avais un taux d'intérêt de 21%. La caisse pop. C'est quand j'avais une augmentation de 12%. C'est quand j'avais une augmentation de 12%. Mais le taux d'intérêt réel était très élevé. Il y a 9%. C'est quoi? Qu'est-ce qui est équitable là-dedans? Et donc, il faut. Donc, c'est pour ça que moi, toutes ces discussions-là, j'ai rien contre l'équité intergénérationnelle. J'en ai beaucoup contre la façon dont on calcule. Ça vient de la comptabilité. Tu as mis combien, je vais voir combien. Est-ce qu'une société devrait fonctionner comme ça? Qu'est-ce qu'on fait pour changer de discours public? Non, parce que c'est ça ma question. Là. Oui, je m'y mets tranquillement pas. Moi, je le faisais à l'interne quand j'étais au ministère parce qu'on a ces débats-là et je ne gagne pas tout le temps. Donc, il y a un débat à l'interne. Puis, comme je dis, ça ne va pas nécessairement au niveau des ministres, ça se fait plus au niveau des analystes, puis des directeurs, des DG. Moi, juste un exemple, là, moi, j'ai piloté longtemps le dossier système de revenu de retraite quand j'étais au ministère. Et il y a un exercice qu'on appelle le medium term planning. Et il faut arriver avec des options. Et j'avais une option qui était on augmente le taux de remplacement du régime de pension du Canada. Et oui, il va falloir augmenter le taux de contribution. J'avais contacté l'actuaire en chef au Canada. Je ne suis pas supposé dire quoi, à quel point ça a influencé le taux de contribution. Et je me rappelle que mon directeur m'avait dit on ne peut pas mettre ça sur la table. Donc, notre job, c'est pas de décider ce qui va sur la table. Notre job, c'est de mettre sur la table. Le ministre, lui, il est élu, c'est correct. Si demain matin, il prend une décision, c'est pas si la décision que moi j'aurais prise, ça ne fait pas mon affaire, juste aller me présenter aux élections. Ma job, c'est de mettre les choses sur la table. Mais il y a tellement, et là, on arrive à pourquoi j'ai quitté la fonction. Mais c'est c'est rendu tellement à un niveau où les gens ne veulent plus rien mettre sur la table parce qu'ils se disent non, ils ne veulent pas faire ça. Mais ton rôle d'analyste, c'est pas de te mettre dans la tête du sous-ministre. Donc, c'est très difficile. À l'interne, on l'a fait, puis c'est un débat très. Parce qu'il y a différentes façons de voir les choses. Il y en a qui vont vous dire pourquoi il faudrait imposer aux jeunes de mettre plus d'argent dans les rentes du Québec. S'ils décident de payer sa maison plus vite, s'ils décident. Donc, tout ça, mais. Et donc, il y a des gens qui pensent comme ça, et c'est légitime, là, c'est très légitime. Il faut qu'ils payent leur prêt étudiant, il faut qu'ils payent. Donc, pourquoi est-ce qu'on les ferait contribuer plus sur les généraux du Québec? C'est une discussion qu'il faut avoir. Moi, tranquillement, là, je passe du domaine plus. C'est public, c'est du public-privé, dans le sens où tu ne peux pas parler à l'extérieur,
où là, je me dis, bon, mais je peux arriver quand même avec mes idées, plus les mettre sur la table, puis, non, il y a d'autres façons de voir les choses, et tranquillement, j'espère que le débat, on va l'avoir, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que la colonne de chiffres, et la colonne à droite, la colonne de gauche du comptable, là, à un moment donné, ça va plus loin que ça. Il faut regarder autrement. Et il y a un coût aussi, hein, parce qu'à un moment donné, c'est un beau de dire, ce régime-là, il coûte trop cher pour telle cohorte par rapport aux bénéfices. On dit, OK, on enlève le régime. Il n'y a pas de régime, on enlève. Il y a un coût à ça, extrêmement important, très, très important. Et il va falloir que quelqu'un le paye. Quand la pension vieillesse a augmenté l'âge de 2 ans, les gens vont nécessairement travailler 2 ans de plus. Les gens qui à 60 ans ne travaillent pas absolument. C'est soit parce qu'ils sont riches, qu'ils peuvent se permettre, ou c'est parce qu'ils sont pauvres, et qu'ils n'ont pas de scolarité très faible. Ben, OK, on va le sauver en pension de vieillesse, effectivement, mais il va falloir le payer en aide sociale. Et ça, c'est la province qui va le payer. C'est une belle façon de dire aux provinces, regardez, voilà, on vous envoie une facture, pension de vieillesse, ça va nous coûter moins cher, mais ça va vous coûter plus cher en aide sociale. Alors qu'il faut voir que le vieillissement, au fédéral, le coût n'est pas énorme. Il est beaucoup plus élevé pour les provinces avec le système de santé. Pour le fédéral, ce n'est pas un coût astronomique. Là. Toutes les projections, on regarde les projections de Kevin Page quand il faut encore faire ses projections sur le budget ou sur le programme. Il y avait même décrit l'augmentation de l'âge de la pension. Il faisait se permettre de le faire. Mais il avait dit. Parce que souvent, ça devient une raison pourquoi on veut faire telle chose. Pour moi, c'était ça. Si on veut augmenter l'âge de la Régie des rentes du Québec, par exemple, je dis OK, pourquoi? Parce qu'on veut que les gens travaillent plus longtemps. Je dis ben, là, je sors mes affaires. Je dis ils vont travailler plus longtemps. Si c'est juste pour ça, non, ils vont travailler plus longtemps. Parce que le régime va coûter trop cher, je me dis ben, là, on peut se comparer à d'autres pays? Il n'y a pas de pays qui ont en proportion du PIB, c'est pas qu'il faut atteindre des taux qui sont. Mais déjà, on n'est pas élevé, on ne sera pas très élevé. C'est pas une facture importante. Oui, ça a l'air impressionnant en milliards, parce que mais c'est comme quand ma grand-mère me dit on payait 500 pour la paye de lait. Moi, grand-papa, il gagnait combien? C'est un peu ça. On ne peut pas comparer. La seule façon, moi, des fois, je me dis, on avait des débats avec d'autres. Peut-être qu'on pourrait l'augmenter en disant c'est la carotte puis le bâton. On augmente l'âge, mais on augmente le taux de remplacement. Et mettre des clauses qui vont faire en sorte que les gens qui sont forcés de prendre la retraite plus tôt ne soient pas pénalisés. Parce que ce n'est pas l'aide sociale qui paie pour ça. Parce que là, on fait juste transférer. Transférer d'une poche pour. Pareil, au bout du compte, ça va coûter moins cher. Les prochaines générations vont payer autant. Ils ne paieront pas dans les gérants du Québec, vont payer ailleurs. Il y a d'autres personnes qui ont levé la main pour des questions avec des réponses peut-être un peu plus complexes. Oui, c'était passionnant, mais bon. Quand tu calcules les réserves actuarielles, ben non, peu importe les pensions, tu sais, moyen. Quand tu fais des projections, mettons, pour savoir l'évolution de la réserve actuarielle. Dans un régime privé? Ouais, ou même public, parce que j'ai souvent. En régime public, la réserve, c'est l'argent qu'il y a dedans. L'argent. Oh oui. En ce moment. Mais j'ai lu un fragment que les niveaux. Que justement, l'argent qu'il y a dedans tomberait à des niveaux assez bas là, dans les 30 prochaines années. Pour le moment, la réserve continue d'augmenter. Il y a plus de contributions et en plus, avec les rendements, le fonds, on ne touche pas au fonds. Rendu en 2020 et quelques, on commence tranquillement à aller chercher dans le fonds. C'est pour ça d'ailleurs, c'est la première fois, en 2013, c'était la première fois que le taux de contribution n'était pas le même au Québec que dans le reste du Canada. C'est la première fois. Et le taux de contribution augmente un petit peu au Québec jusqu'en 2017, il va atteindre presque 11%. Alors pour le reste du Canada, c'est 9,9%. Et c'est en fonction parce qu'il y a une analyse actuarielle qui est faite à chaque 3 ans au niveau du régime de pension du Canada. Au Québec, je suppose que c'est pas mal la même chose. Et on regarde à taux de contribution constant. Il faut faire des hypothèses sur des taux d'activité. Il y a plein de choses.
l'âge au décès, pendant combien de temps. Et on fait des projections là-dessus et on se dit, il faut arriver à un taux, comme je disais tantôt, on l'appelle le taux d'équilibre. Et c'est ça qu'on essaie d'avoir. Et au Québec, là, on s'est dit que le taux d'équilibre, à 9,9, ça ne marchait plus. Il fallait l'augmenter. Donc, on l'augmente graduellement jusqu'à presque 11. On ne grugera pas dans notre réserve. On va gruger dans la réserve, mais c'est qu'à un moment donné, on va arriver à se stabiliser. C'est ça. La fonction de la réserve, c'est quoi exactement? Ben, c'est d'éviter d'avoir des taux de cotisation qui sont trop élevés. Dans les années 90, il y avait eu tout un débat pan-canadien. Le taux de cotisation était de 5,6 % je pense, quelque chose comme ça. Et on avait dit, si on n'augmente pas le taux de cotisation de façon rapide, on va essayer de l'augmenter à 13, quelques %. On serait déjà à 13, au-dessus de 13 %. Alors que si on l'augmentait de façon rapide, le temps que les baby boomers étaient encore sur le marché du travail, ils se faisaient un peu. Et là, on pouvait augmenter la cagnotte beaucoup plus rapidement. Donc, de capitaliser le système plus qu'on le faisait. Surtout pour la régime de pension du Canada. Généance Québec était capitalisé un peu plus. Donc, ils sont pliés en plus la caisse de dépôt. Mais avec moins de risques, par exemple, en 2008, le régime de pension du Canada a planté du Québec. Mais c'est justement d'éviter d'avoir des taux de cotisation. Parce que sinon, on a un régime à contribution déterminée, à répartition totale. Ce qu'on fait dans plusieurs pays européens, c'est pour ça que les taux de cotisation ont été augmentés beaucoup. Comme la pension des vieillesses, il n'y a pas de fonds. Donc, aujourd'hui, on paie pour les prestations d'aujourd'hui. Donc, le taux de cotisation va permettre de payer à chaque année. En pratique, la réserve de la Régie des rentes, j'avais compris que c'était pas défini comme ça en pratique, c'est largement pour absorber. En bonne partie, c'est ça que ça fait. Parce qu'effectivement, on va commencer à les gruger dans les années 2020, je ne me rappelle pas exactement. Mais parce que les contributions ne seront pas assez importantes pour payer. Donc, les prestations sont pas plus importantes que les contributions. Donc, il faudra aller chercher de l'argent. Et donc, à ce moment-là, l'argent qui était mis de côté pour absorber les coûts va être dépensé. Pas tout dépenser. Probablement que la réserve va faire un peu comme ça. Là, puis à un moment donné, elle se stabilise. Autrement dit, elle était suffisamment bien planifiée pour créer cette réserve pour absorber le baby boom. Et après ça, il va encore en rester. Oh oui. Ce qui veut donc dire que contrairement à la plus grande partie de ce qu'on entend, les cotisations vont rester relativement stables et il n'y aura pas de grande iniquité intergénérationnelle. Par rapport à quelqu'un qui avait 40 ans en 1995 et que une bonne partie de sa vie va payer 9,9 %, effectivement. Et on s'assure à chaque 3 ans que le taux correspond à l'objectif qu'on a. C'est pour ça qu'au Québec, on l'augmente. Pourquoi au Québec? Ben, les gens prennent leur retraite plus tôt et les taux d'activité sont moins élevés. Donc, ce qui fait qu'il y a moins de contributions qui vont dans le régime. Puis les gens, malgré qu'on a ajusté, parce qu'on n'est pas obligé d'attendre à 65 ans pour prendre ça à l'égalité du Québec. Mais il y a une pénalité si on le prend avant. Mais la pénalité est supposée être actuariellement neutre. Mais elle ne l'était pas. Il y avait un intérêt à prendre à 60 ans. En fait, n'importe qui aurait été à voir son planificateur financier aurait dit prendre à 60 ans. Tu vas recevoir plus. Même si c'est une pénalité, mais pendant 5 ans, tu reçois plus que le montant de moins que tu aurais chaque année à attendre à 65 ans. Alors que là, on l'a ajusté, puis même qu'on donne un bénéfice plus important après 65 ans. Donc, quelqu'un qui veut travailler une année de plus avant de prendre sa vigilance du Québec va avoir une bonification, une surbonification. Il peut s'y attendre jusqu'à 70 ans. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui fait ça. Quand on montre les graphiques et les taux de remplacement dans le futur, ben, c'est une façon. Les gens pourraient dire, ben, je vais travailler plus longtemps. Moi, j'ai l'impression que la plupart n'ont pas de choix. Quand ils peuvent accepter une baisse de niveau plus importante. Oui, ma question est en lien avec la dernière. Je suis peut-être pas si familier que ça avec ce débat-là, mais il me semble que c'est un discours qu'on n'entend jamais dans le débat public. Donc, c'est pour ça que j'étais curieux de savoir pour les publications. Est-ce que vous publiez des lettres? Est-ce que vous êtes invité dans des Je travaille actuellement sur envoyer de quoi à la presse, parce qu'il y avait tout. Mais évidemment, quand tu es contre-courant, il faut que tu te plaignes. Parce que tu ne vas pas te pointer sur. Surtout pas sur une réaction émotive, parce que tu vas te faire ramasser dans le détour si c'est pas là. Parce que les règles de 3
fonctionnent pas en ma faveur. Donc, et les règles de 3 sont faciles à comprendre. Donc, c'est très facile de défendre l'idée que ça n'a pas de bon sens, ça va coûter bien trop cher. Et moi, souvent, je me suis fait dire, non, c'est bien, Yves, toi, tu penses que le vieillissement démographique n'a pas d'impact. Je ne ferai pas 25 ans, je travaille sur le vieillissement démographique pour dire que le vieillissement démographique, c'est pas important. Oui, c'est important, mais je ne pense pas qu'on se pose. Des fois, on ne se pose pas tout à fait la bonne question. Et quand on se pose des questions sur la viabilité du système public, je me dis, il n'y en a pas de question. Quand il faudrait se poser des questions sur la générosité du système, d'essayer de s'arranger pour pas que ça coûte une fortune aux plus jeunes. Il ne faut pas que les plus jeunes payent pour les plus vieux. Tout à fait d'accord. Le débat par rapport à pénurie de main-d'œuvre, débat par rapport le mur, là, tu sais, j'ai entendu Pierre Fortin dans la presse, le mur, on a frappé le mur, là, il va y avoir plus de retraites que de gens qui. Puis là, qu'est-ce qu'on vous présente dans ce temps-là? Les 15-64 ans. Les 15-64 ans, je te sais, on ne met même plus les 65-69 ans, alors que le taux d'activité des 65-69 ans est plus élevé qu'il était dans les années 70. Quand on disait que les gens prennent la retraite de plus en plus, il n'a jamais été aussi élevé que ce qu'il est en ce moment. Puis les 15-19 ans, on voudrait peut-être qu'ils soient en école. Donc, on pourrait peut-être regarder les 20-69 ans, puis à un moment donné, je pense qu'on pourrait prendre les 20-74 ans. Qu'est-ce qui se passe là? Et c'est sûr qu'à un moment donné, tout ce que je fais quand je fais ça, je décale la baisse. Hein. Sauf que la façon que les choses se font, c'est que les taux d'activité augmentent graduellement. On n'augmente pas d'un coup. Fait que c'est pas comme dire, si on avait, vous connaissez sûrement pas, Reagan qui était à McGill et qui a pris une année sabbatique, qui est allé au ministère des Finances et a fait une randonnée pan-canadienne pour dire que le vieillissement démographique était pour mettre dans la tèche. Et il utilisait, il était présenté, il montrait le taux d'activité global au Canada. À un moment donné, j'ai dit, c'est quoi aussi hypothèse, le taux d'activité? Ben, j'ai pris les taux d'activité 2005 à cette époque-là. C'est OK. C'est bien beau de prendre un point dans le temps, mais il y a une tendance. La tendance, c'est que les taux d'activité chez les 55 inclus augmentent. Pourquoi vous n'en tenez pas compte? Ça ne changerait rien sur ma courbe. Tout ce que ça va faire, c'est décaler mon inflexion est ici, elle va être là si je le prends plus haut. C'est vrai, puis c'est pas vrai. Parce que le taux augmente graduellement. Donc, il augmente à mesure. Donc, on ne fait pas juste tasser le point d'inflexion, on diminue aussi l'inflexion elle-même, parce que ça se fait graduellement. C'est pas ça ou ça, c'est ça, on s'en va vers ça. Donc, c'est pas aussi important. Et même, moi, quand j'étais au ministère, je voyais plein de decks, qu'on appelle les présentations, là, c'était tout le temps la même affaire. Une décroissance de la main-d'œuvre au Canada. Et j'ai passé là, 2 ans. C'est pas vrai. Le taux de croissance est moins important, mais il n'y a pas de décroissance. Et, l'excellent papier là-dessus qui a été fait par Alain Bélanger pour nous. Ah, à l'interne, là, nous, on s'est battu avant que vous sortiez votre papier, malheureusement. Il y a des projections parce que, je ne sais pas si Nicolas qui faisait des projections de main-d'œuvre avec le projet COPS, des projections COPS. Et à un moment donné, je les avais de mon bord parce qu'ils me disaient non, regarde, c'est pas ça qu'on a. Là. On a dit. Puis le part, c'est qu'ils prenaient les projections de Statcal de 2005. Les projections de population de 2005 étaient très différentes des dernières projections de population. En prenant une ou l'autre, peut-être qu'on s'est trompé avec 2010 aussi, mais je veux dire, au moins, prenons les dernières projections qu'on a, c'est ce qu'on a. C'est la meilleure information qu'on a. Après ça, moi, les pénuries, j'y crois pas. Là, je me dis, il y en a toujours eu. Et il va en avoir toujours. Mais c'est sectoriel. Et des petites régions, là, c'est sûr que ça se peut qu'en Gaspésie, oui, ça se peut très bien. Mais c'est à cause du vieillissement de la population. L'économie, peut-être. Une sorte de facteur qui fait que les choses changent. Moi, quand je joue avec ça, le Québec, par exemple, oui, il y a une petite baisse d'effectifs, mais une baisse d'effectifs de, je sais pas, de 5 000 personnes dans une année. Et c'est quoi le taux de chômage des jeunes? Penses-tu vraiment que le taux de chômage va tomber à 2 % chez les jeunes parce qu'il y a plus de retraites? Oui. Tu sais, ça marche pas. L'économie ne fonctionne pas comme ça. Quand un économiste dit ça, là, des fois, je me dis, mais je ne peux pas croire qu'un économiste. Tu sais, ils savent bien que ça ne fonctionne pas. L'économie ne fonctionne pas comme ça. C'est pas parce qu'un vieux s'en va qu'un jeune la remplace demain matin. C'est pas le même. Ça ne fonctionne pas. On a essayé de le faire. C'est pas pour rien qu'on a, dans les années 80, on a permis la retraite flexible là, avec le régime des rentes du Québec et le régime de pension du Canada. Pourquoi? Parce que le taux de chômage était très élevé. On voulait que les gens partent. Et puis là, maintenant, on se dit, mais
peut-être qu'on n'aurait pas dû faire ça. On l'a fait partout en Europe, on a fait la même affaire. On diminuait l'âge de la retraite en France. On a baissé l'âge de la retraite dans les années 80. Donc là, maintenant, ça n'a pas de bon sens. Il faudrait peut-être penser 2 secondes, là, mais pas 2 secondes, peut-être pendant 2 heures, puis se dire pourquoi on veut faire quelque chose, puis faisons-le à long terme. Et donc, assurons-nous que ce qu'on fait, on le fait pas juste pour répondre à une conjoncture qui est juste les prochaines années, parce que le vieillissement démographique, là, en 15 ans, là, on ne parle plus de vieillissement démographique. Là. On l'a, le vieillissement. Il n'y a plus de vieillissement et la population est relativement stable. Puis même le nombre de personnes âgées va continuer à augmenter. Là, même si, puis ça aussi, il y a un mythe. Là, il y en a beaucoup qui pensent que les bébés boomers sont morts. Il y en a moins de vieux. Non. Non, il y en a plus. Il y en a plus. Même si les cohortes de naissance, il y a de l'immigration au Canada. Les gens vivent plus longtemps. Il y a plus de vieux. En proportion de la population, ça augmente un petit peu. Et donc, si on est pour mettre une politique en place, on la fera. Faisons-la pas pour une transition, mais pour se dire, à un moment donné, là, au Canada, c'est entre 25 et 27 de personnes âgées. Et ça va être de même longtemps. Oui, mais sur des projets, quand on touche à la pension de l'ES ou le régime de pension du Canada, on ne peut pas le faire sur le court terme. Parce que, donc, et c'est pas pour rien quand ils ont voulu augmenter l'âge de la pension de l'ES, on se dit, ils ont sorti 56 raisons pour le faire. La première, ça va coûter trop cher. Puis là, il y avait même des économistes de droite dans les journaux qui disaient, ridicule. Ridicule, c'est pas vrai. Dans le bas, tu dis, si vous trouvez que ça va coûter plus cher, pourquoi vous avez instauré des séries? Parce que les séries vont coûter cher en pension de l'ES parce que c'est un revenu qui ne comptera même pas comme dans le calcul de la pension de l'ES. Je pourrais, moi, tout mettre mon épargne dans un série, avoir un taux de remplacement très élevé, par avoir 12% de revenu garanti parce que mon revenu provient de mes séries. Oh. Complètement ridicule. Complètement fou. Là, on se dit, le gouvernement conservateur pense l'équité intergénérationnelle. Voyons donc. Ça n'a pas de sens. Là. Vous avez mis en place un programme qui va faire que votre pension de l'ES va vous coûter plus cher. Là, vous venez dire qu'il faudrait augmenter l'âge parce qu'il va coûter plus cher. OK. Je pensais un petit peu plus loin que ça, là, parce que ce que vous avez fait, ça va faire qu'effectivement, ça va coûter plus cher. Mais après ça, ils ont dit, c'est parce que c'est pour l'équité intergénérationnelle. On va le faire à partir de 2022. Les baby boomers vont être à peu près tous retraités. Quand ça va arriver à vraiment 67 ans, en 2029, les baby boomers sont à peu près tous passés. Donc, c'est vraiment l'équité intergénérationnelle. C'est les baby boomers qui vont partir plus tôt, puis les autres vont partir plus tard. Donc, ça aussi, ça tenait pas. Je me dis, quand on veut mettre une politique en place, c'est comme bon de se dire, en faisant une liste, pourquoi je veux faire ça? On verra. Un petit point que je voulais peut-être juste souligner, on parle beaucoup d'équité intergénérationnelle, mais dans ce que tu montrais, on voit très bien aussi les inéquités intragénérationnelles, parce qu'on regarde par niveau de scolarité puis par niveau de revenu. Oui. Et ça, je pense qu'il faudrait aussi, c'est difficile à faire, vous avez réussi à avoir des données de table de mortalité par hospitalité pour arriver à l'intégrer dans mais je pense que c'est super important. Moi, je suis allée d'entendre parler des baby boomers, parce que les baby boomers ont plein de différences à l'intérieur de la cohorte ou des cohortes de baby boomers. Moi, je suis allée d'entendre des baby boomers, mais on n'en parle pas assez. Non, et ça... Et les gens, comme tu dis, ceux qui sont déjà pas au travail à 60 ans, là, puis qui vont devoir attendre plus longtemps pour être capables d'avoir une pension de sécurité de la vieillesse, ils sont où? Et où l'équité intragénérationnelle là-dedans? La semaine passée, je faisais une entrevue, un journaliste de la presse, Job Boom, il regarde et il est supposé sortir au mois d'avril. Mais je parlais des inégalités intragénérationnelles sont nettement plus importantes que les inégalités intergénérationnelles. Les pires inégalités sont à l'intérieur de génération. Et là, je disais justement, je dis un baby boomer qui est pauvre, c'est comme si c'était un méchant loser parce qu'il est supposé être riche, les baby boomers. Alors que c'est complètement ridicule. Mais aujourd'hui, c'est comme si on n'a plus le droit de parler de classe sociale. On parle des classes d'âge. Il y a cette discussion-là. Et c'est les vieux riches et les jeunes pauvres. Il me dit, non, il y a des vieux pauvres, puis il y a des... l'histoire là-dedans, mais c'est loin d'être toute l'histoire. Comme je dis, il y a des gens de 50 ans là, qui ne sont pas dans la richesse. Donc, et même que moi, quand je fais des analyses par cohorte, je prends les cohortes de baby boomers, c'est par groupe de 5 ans, et on regarde d'une cohorte à l'autre.
les changements ont commencé avec les baby boomers. Le niveau de vie le plus élevé, ceux qui l'ont atteint, c'est avant les baby boomers. Dans les milieux des années 90, ceux qui ont eu le Golden Handshake, là, prendre ta pension à 50 ans, 55 ans, c'était pas les baby boomers. Les baby boomers avaient 50 ans en 95. Les plus vieux baby boomers avaient 50 ans en 95. Mais aujourd'hui, quand on parle de discours sur les baby boomers, c'est comme si ils ont tout eu. Mais c'est vraiment à partir d'eux que tranquillement, ça a diminué. Et c'est vrai que ça a continué à diminuer par après. Mais les cohortes, bon, moi je suis né dans les fins des années 50. On se compare beaucoup plus aux cohortes nés au milieu des années 60 que ceux qui sont nés à la fin des années 40. Ça n'a rien à voir. Au milieu des années 40. Mais ça, le discours sur les baby boomers, je pense qu'on a beaucoup, là, ça a fait plaisir à bien du monde parce que ça a évacué tout ce qui est classe sociale. On parle des groupes d'âge, et parlons des groupes d'âge. Mais on parle des groupes d'âge, correct. Des vieux riches, des jeunes, mais des jeunes pauvres. Mais tu sais, à la limite, là, avoir 18 ans, être pauvre, là, c'est presque normal. Si tu j'étais parent, tu ne peux pas être riche. Si tu es riche, parce que tes parents sont riches. Ce qui est dommageable, c'est si rendu à 26, 27 ans, tu es encore pauvre. Je me dis, il faut regarder comment les choses évoluent. Donc, regarder comment les choses évoluent. Mais quand on présente ça, baby boomers versus les autres, en plus, les gens qui parlent des baby boomers, il y a très peu de personnes qui se pensent baby boomers. C'est tout le temps les autres. D'une part, je pense parce qu'on pense qu'ils sont riches. C'est tout le temps les autres. Ça doit être les autres. Très riche. Mais c'est drôle parce qu'il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte qu'ils sont des baby boomers. C'est presque honteux à dire. C'est un peu le même discours que la droite a sur les profiteurs, mais dans le fond, c'est souvent les gens même qui en profitent qui chialent contre les fameux profiteurs. Ceux qui poussent le plus pour avoir des politiques qui augmenter l'âge de la retraite. Tout ça. Puis, comme je dis, c'est pas que je ne suis pas tout à fait pour, moi, augmenter l'âge de la retraite. Je me dis, il faudrait le faire pour des bonnes raisons. Et si on le fait, par exemple, on dit, parce que ça, j'avais mon directeur à l'époque, quand il a accepté de dire, OK, on va le mettre sur la table, ton option d'augmenter le taux d'emplacement. Il m'a dit, peut-être qu'on pourrait augmenter l'âge. Et moi, je dis, non, on n'a pas de raison de le faire. Mais je me dis, si on veut, parce qu'on pourrait peut-être, en faisant ça, augmenter le taux de remplacement sans presque toucher au taux de contribution, ou en l'augmentant, mais vraiment très peu. Parce que les gens vont commencer une année plus tard à avoir leur prestation. Je me dis peut-être que c'est une façon de le faire. Mais il faut absolument avoir des mesures qui font en sorte que des gens qui seraient pénalisés par ça ne le seraient pas et que ce ne sera pas les provinces qui vont payer pour ça. Donc, ce serait je ne sais pas, moi, c'est le supplément de prix garanti, au lieu d'augmenter l'âge du supplément de prix garanti, on peut peut-être augmenter. En fait, ça aurait peut-être été plus logique de dire on va augmenter l'âge de l'égidérant du Québec. On ne touche pas le supplément de prix garanti. Parce que des gens qui auraient été pénalisés par une augmentation de l'âge du régime de la pension du Canada auraient pu avoir leur pension vieillesse. Mais pour le fédéral, ils peuvent changer l'âge de la pension vieillesse comme ça. C'est pour ça qu'ils l'ont fait comme ça. On ne peut pas faire ça avec le régime de pension du Canada. Ça prend l'accord de 60% des provinces avec 60% de la population. Au mois de décembre, il y avait encore la discussion. Si vous avez écouté un peu, quand les ministres des Finances provinciaux fédérales se rencontrent, à chaque année, on parle du taux de remplacement du régime de pension du Canada depuis à peu près les 5 dernières années. Depuis quand on travaillait là-dessus, c'est devenu à l'agenda. Donc, à chaque année, en décembre encore, ils en ont parlé. Et je me demandais comment Flaherty s'en sortirait. Il s'en est sorti. Parce que le Québec, dans l'époque de Charest, n'était pas pour l'augmentation du taux de remplacement. Ce n'était pas l'âge, le taux de remplacement. Charest était contre. Donc, déjà, quand le Québec est contre, ça part mal. Et l'Alberta est contre, évidemment. L'Ontario oppose beaucoup. Ils veulent augmenter le taux de remplacement à 50%. Mais là, le PQ était pour l'augmentation. Donc, je me suis dit, je ne sais pas ce que Flaherty va sortir, mais là, il est quand même pris. Et il a dit, non, l'économie ne va pas assez bien. Parce qu'il faudrait augmenter le taux de contribution, les employeurs vont payer plus. Donc, le timing est pas très bon. Mais c'est sûr qu'à l'intérieur de lui-même, son profond intérieur, il ne veut pas y toucher. Donc, tant que le Québec était contre, il peut toujours dire, ben, je veux bien, moi, mais le Québec ne veut pas. Donc, on a pris l'Alberta. L'Alberta, je pense, a même menacé de se retirer du régime de pension si jamais le taux de remplacement est annulé. Mais là, ce que l'Ontario, il y a 2 semaines, l'Ontario a dit qu'ils vont
peut-être décider d'y aller eux-mêmes avec un système parallèle, avec un taux de remplacement qui serait, donc pour bonifier le régime de pension du Canada. Ça, je pense que le fédéral va faire, mais évidemment, on veut éviter ça au niveau fédéral parce que s'il y a un mouvement de main-d'œuvre qui est relié juste au fait qu'il y a un système de pension qui est plus généreux dans une autre province, ben, peut-être qu'il va y avoir des mouvements de main-d'œuvre qui seraient reliés à ça. Fait qu'on veut éviter de faire ça. Quand on travaille au fédéral, une des choses qu'il faut tout le temps regarder, c'est toujours c'est quoi l'impact sur les différences provinciales. Parce qu'on va créer des inégalités qui vont faire qu'il peut y avoir des mouvements de population qui sont juste reliés. Financer service diminué, ça ne rentre pas dans ce calcul-là. Comment financer? Financer le développement des salles bitumineuses, ça rentre pas dans ce calcul-là, mais. D'habitude, on nous met dehors à moins de quart. Aujourd'hui, il n'y a pas d'activité, donc on peut contribuer autant qu'on veut. Moi, je m'avais bien lancé. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions encore. Mais je pense bien que le débat soit plus public autour de ça, mais je sais qu'il faut que je sois de l'aider. Il faut que j'ai. Je sais que je vais me faire rentrer dedans. Je te contacte l'année prochaine pour que tu viennes dans mon cours de démocratie sociale. OK?